Name, le nouveau magasin de marque pour les habits et les chaussures de classe à New York City. Toutes les grandes marques. Hugo Boss, Calvin Klein, Michael Kors, Ralph Lauren, Kenneth Cole. Les meilleures vestes et chaussures pour hommes et femmes venus exclusivement de Macy's. Queen Brand Name, le magasin de grandes marques pour les hommes et les femmes de grande classe. Queen Brand Name vend aussi des valises London, Fogg et Delsey, Marmite, assiettes, machines à café, draps de lit, couvertures, serviettes coton. Queen Brand Name, les noms les plus recherchés, les produits les plus classiques, les prix les plus abordables. Tous les produits viennent exclusivement de Macy's. Queen Brand Name est situé dans le Bronx. Adresse 767 East 149e Street, store numéro 5, téléphone 917 471 90 50 ou 347 493 62 34. Voilà, nous allons aller donc depuis, je ne sais pas si c'est de la Floride, bien Washington, Mathieu Boisbré, pour son émission Diaspora Politique, je crois qu'on parlera entre autres de la Côte d'Ivoire et bien d'autres sujets. Monsieur Boisbré, vous êtes en ligne. Oui, merci Jacques Roger, merci de m'avoir passé cette antenne. Je suis effectivement en Floride, merci. Ce soir encore, nous nous retrouvons. Je voulais d'abord m'excuser auprès de nos auditeurs, auprès des auditeurs de Diaspolitique dans les shows de Jacques Roger Show. Pour tout ce contretemps indépendant de ma volonté, ce contretemps qui a fait qu'on n'a pas pu se voir ces derniers temps, on n'a pas pu épiloguer sur les problèmes politiques de notre pays ces derniers temps. Ceci était dû évidemment à beaucoup de situations au niveau des boulots. Oui, mon emploi du temps a changé, cela fait que tout ce dernier temps, on ne pouvait pas donc se connecter pour faire les émissions comme nous l'avions prévu. Alors, mesdames et messieurs, amis auditeurs, internautes de Diaspolitique, l'émission politique de la diaspora, sur Jacques Roger Show, bonsoir, on se retrouve encore avec Matt de Boisbré sur vos antennes pour parler une fois de plus des problèmes de notre pays, des problèmes politiques de la Côte d'Ivoire. Ce soir, un grand sujet, comme vous le savez. L'actualité politique ces derniers temps est dominée par le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, par M. Henri Konabédié. Après son discours de Daoukro, un discours qui est beaucoup commenté sur les réseaux sociaux et d'ailleurs dans la vie de tous les jours. Alors pour en parler, nous en avons déjà parlé très récemment. Pour en parler davantage ce soir encore, nous allons recevoir d'éminentes personnalités bien connues dans la diaspora ici, des intellectuels des intellectuels de la diaspora qui vont certainement analyser en long et en large tout ce discours de M. Henri Konabédié. Donc ce soir, il sera donc question de parler du PDCI. Alors, pour entamer pour permettre à nos auditeurs et surtout à nos invités de s'installer, que je vais présenter tout à l'heure, pour permettre donc à nos invités de s'installer, surtout pour parler de ces derniers événements de l'actualité politique ivoirienne et surtout pour parler du PDCI, parce qu'il s'agira bien du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Nous allons écouter dans un premier temps, en quelques minutes seulement, les divas ivoiriennes qui chantent le sage Félix Houphouët-Boigny. Les divas ivoiriennes chantent ici Félix Houphouët-Boigny, le créateur du PDCI RDA, que nous allons donc écouter pour quelques minutes. Tu ne laisseras jamais ta mère faire sauver l'humanité, faire de purs militaires des Noirs. C'est l'indispensable. C'est le préalable à tout développement harmonieux de l'Afrique. Et ça fait que tu chante dans tout Afrique, derrière ta terre, pour ton futur africain. Et pour moi, on sera qui les mains, on se fout là-bas, et qu'il a tout fait, il fait qu'on a, l'on a fait, il est ça, Abali.
Alors, mesdames et messieurs, je ne sais pas si Jacques Roger, vous m'attendez au niveau de la réalisation. J'espère que Jacques m'entend très bien et que je suis en ligne sur www.jacquesrogershow.net. Ce soir encore, Dias Politique, l'émission politique de la diaspora. Alors, nous allons essayer de voir au niveau de la réalisation. Sinon, on nous entend. Alors, Jacques, est-ce que vous nous entendez? Oui, Mathieu, hein, nous vous entendons 5 sur 5 et vous avez vos invités en ligne. Voilà, merci beaucoup Jacques Roger. Alors je voulais d'abord signaler aux auditeurs que ce soir c'est Dias Politique, l'émission politique de la diaspora à laquelle vous êtes habitués désormais. Et ce soir nous recevons de grosses têtes, les grosses têtes de la diaspora, des intellectuels ivoiriens qui vont effectivement épiloguer sur les dernières nouvelles de l'actualité politique de Côte d'Ivoire. Alors, ceux que je reçois ce soir sont des personnalités bien connues, surtout pour leurs analyses très pointues sur cette radio. Nous recevons donc ces intellectuels-là. D'abord, il y a le professeur Sirik Ibané. Professeur Sirik Ibané qui n'est plus aussi à présenter. Professeur Sirik Ibané, vous l'avez entendu ici à plusieurs reprises sur cette radio. Il vient ici ce soir en tant qu'intellectuel observateur de la vie politique de son pays pour nous donner son avis. À part professeur Sirik Ibané, nous avons le docteur Krabé Marcel. Krabé Marcel que vous connaissez aussi très bien. Krabé Marcel viendra aussi en ligne aussi. Et ce soir, il nous donnera son avis sur ce qui se passe dans son pays. Surtout sur le sujet dont nous parlerons ce soir. Nous prendra aussi en marche le docteur Eric Eddy, qui sera là, qui a le même numéro, ouais, bien entendu. Il sera là aussi dans peu de temps, il nous l'a promis. Docteur Eric Eddy est là et il sera là avec nous dans peu de temps. Alors voilà donc nos trois invités. Avec eux, nous allons parler de la situation politique de notre pays. Ils vont nous donner leur avis. Et je vous signale d'ores et déjà que cette émission va durer juste 1 heure parce que ce sont des gens qui sont pris par beaucoup de choses. Ils ont accepté quand même d'être avec nous, de rester avec nous pour ce peu de temps. Et après, ils ont des occupations auxquels ils vont s'adonner. Alors, nous les remercions beaucoup. Merci donc d'être avec nous, docteur Eric Eddy, professeur Sirik Ibané, docteur Krabé Marcel, avec eux. Nous allons parler ce soir donc des derniers développements de l'actualité politique. Alors, vous vous souvenez, le président Alassane Ouattara était en tournée dans la région de Lifou, ou dans la ville de l'ex-président M. Konan Bédié, à Daoukro précisément. Docteur Alassane Dramane Ouattara a entendu ce dernier lui promettre qu'il donnera des instructions fermes pour que la convention prochaine du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, les militants de ce parti décident de soutenir donc la candidature du candidat d'un autre parti, le candidat du RDR. Alors voilà donc les instructions que M. Henri Konan Bédié a donc décidé de donner aux militants du PDCI. Pour qu'ils puissent soutenir donc pas un candidat du PDCI mais un candidat du RDR. Alors, du coup, le président Bédié met entre parenthèses, disons-nous, on dira qu'il va même à l'encontre d'une des résolutions du dernier congrès du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez, le congrès s'était tenu, je crois bien si ma mémoire m'est fidèle,
du 3 au 6 octobre 2013, une des résolutions qui stipulait noir sur blanc que le PDCI présente un candidat aux élections présidentielles à venir et que ce soit un militant actif de ce parti-là. Alors voilà donc la résolution qu'avait prise le militant du PDCI au dernier congrès, mais apparemment avec le dernier développement de l'actualité, on a l'impression que M. Kona Bédié va contre cette injonction-là du congrès. Tout à l'heure, on en parlera en long, en large. Alors, avec cette sortie de M. Bédié, est-ce qu'on peut dire que cette sortie de M. Bédié, qui fait d'ailleurs couler beaucoup d'encre parmi les militants de ce parti, des militants de la diaspora, nous avons ce soir en ligne aussi notre ami M. C.A. Honoré, C.A. Patrice, notre ami C.A. Patrice depuis New York. C'est rarement qu'on l'a sur cette antenne, il vient, non je dirais pas rarement, c'est rarement qu'on l'entend dans ces derniers jours-là. Bon, on verra. Monsieur C.A. est avec nous et il nous donnera tout à l'heure son avis aussi sur cette question, bien entendu, de ce parti qu'il représente ici dans la diaspora. Alors, que faut-il donc attendre par cette idée, cette nouvelle tournure que prend le PDCI-RDA? Bédié a-t-il trahi, comme le lui reprochent beaucoup d'entre eux, le parti? Quelles sont les raisons officieuses qui ont poussé Bédié à cette position? Bédié réussira-t-il son coup? Y a-t-il des militants capables au PDCI de faire échouer le plan de Bédié? La création du PDCI-RDR fera-t-elle disparaître définitivement le PDCI? Autant de questions que tout à l'heure nos invités, auxquels nos invités vont répondre. Nous allons d'abord aller donc du côté de nos invités pour leur dire bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord du côté de notre frère et ami Siriki Bane. Monsieur Siriki Bane, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, bonsoir Mathieu Boabré, je suis bien en ligne. Je dis bonsoir à tous les auditeurs. Merci, cher frère, merci monsieur Bané. Monsieur Dr Krabé Marcel, est-ce que vous êtes là? Oui, bonsoir monsieur Boabré, je suis en ligne. Bonsoir aux éditeurs, bonsoir aux invités comme moi sur l'antenne de Jacques Roger Show. Merci. Merci beaucoup, Dr Krabé. Dr Krabé nous appelle depuis, il répond à nos questions ce soir depuis sa base de New Jersey. Et aussi, nous allons, je crois, Dr Eric Eddy, que nous entendons d'un moment à l'autre, qui va nous rejoindre. On commence d'abord avec donc nos invités. Alors, docteur, professeur Siriki Bane, merci donc d'être là avec vous. On a toujours discuté des problèmes importants qui minent un peu ces derniers temps la politique dans notre pays. Alors, on a entendu donc ces derniers temps Monsieur Kona Bédié faire cette déclaration que je ne peux plus vous relire, vous le savez, vous savez ce que Bédié a dit. Alors, dans un premier temps, ce que je m'apprête à vous demander, est-ce que de façon générale, on peut dire aujourd'hui que, comme le lui reproche beaucoup de militants de son parti, est-ce qu'on peut dire de façon générale que le président Bédié a trahi les idées de son parti, parce qu'on se rappelle, au dernier congrès, il avait été question de ce que ce parti-là présente aux élections présidentielles à venir un candidat qui est un membre actif de son parti. Alors, partant de ce fait, est-ce qu'on peut dire que le président Bédié a trahi? Bien, merci Mathieu Bavré. Avant de commencer, j'aimerais dire bonsoir au docteur Kragwe, que je ne connais pas personnellement. Mais c'est un compatriote. Je pense que en participant tous les deux à ce débat, on fait d'emblée connaissance. Alors, pour répondre à la question, je ne vais pas répondre par oui ou non, ou commenter ce que d'autres ont dit de l'attitude du président Bédié. Je vais essayer d'ouvrir le débat, le rendre un peu plus large, dire que le PDCI n'est pas à sa première crise. Au temps de Fouet-Boigny, rappelez-vous, déjà à l'époque, il y avait cette crise qui avait été créée par le désemparentement du Parti communiste. Cette, approche du président Fouet-Boigny qui avait consisté à avoir des alliés et qui par la suite, il a dû se retirer. Ça avait créé une sorte de crise au sein du parti et même des alliances avec le parti. Et par la suite, on a vu, après la disparition du président Fouet-Boigny et donc le président Bédié prenant la tête du parti en 93, il y a eu une crise qui a précédé cela avec,
le refus de donner la parole à Denis Kobena, qui était le leader du mouvement de la rénovation au sein du PDCI. Et on a également connu cette crise beaucoup plus récente, d'avec, disons, le 109 qui voulait, non, bien avant ça, excusez-moi, juste après le coup d'État, la tentative d'exclure le président Bédié, du fait de son exil, pour avoir une nouvelle tête, et ensuite la tentative du général Guy Robert de s'approprier le parti pour aller aux élections. Alors le PDCI n'est pas sa première crise, disons que celle-là est encore plus grave parce que apparemment au-delà du soutien au candidat Alassane Ouattara, l'actuel chef de l'État, il y a un projet de fusion entre le PDCI et le RDR. Donc pour ne pas répondre donc à la question, je vais plutôt dire que le débat est beaucoup plus large. C'est une énième crise au sein du PDCI. Celle-là est beaucoup plus grave parce que, comme vous l'avez dit dans l'intitulé de l'émission, c'est une menace même de l'existence du PDCI. Alors, donc voilà un peu ce que je pourrais dire d'emblée, quitte à revenir dans le débat pour des analyses beaucoup plus pointues. Merci, professeur Sidiki Bané. Justement, alors, monsieur Dr Kragbe, c'est une crise qui est beaucoup plus grave, professeur Sidiki Bané vient de le dire, parce que on voit en filigrane le projet de fusion qui est programmé. On parle de partis, de PDCI, RDR. Alors, vous pensez, vous, à votre niveau, que effectivement, est-ce que le PDCI pourra vraiment sortir de cette crise-là? Merci, mon frère Babré. Merci, professeur Sidiki Bané. J'ai beaucoup aimé son analyse, son rappel historique des différentes crises de PDC et RDA. Le même problème revient à chaque fois, c'est le manque de respect des tests qu'on se donne à l'issue des congrès. Un parti, dans mon sens, se crée, se forge ou se structure pour prendre le pouvoir d'État plus tard. Malheureusement, le PDCI est miné de son existence actuellement. Un président qui sort des congrès à peine quelques mois et qui prend des résolutions à l'ensemble des militants, à 13 mois d'élection, change la vision et décide à l'insu des militants d'engager le parti dans cette aventure-là. C'est triste pour moi, c'est une trahison. C'est déplorable. Quand il dit que devant la nation rassemblée, sans détour, je le cite, Bédié, je donne des orientations fermes pour soutenir la candidature de l'élection présidentielle de M. Ouattara prochaine. Je demande à toutes les structures du Parti démocratique PDC-RDA et des partis composants, rassemblement de fortisme, la démocratie, pour soutenir Ouattara. C'est difficile qu'un parti se crée, se forge, et qui veut défendre l'intérêt de notre parti. Au nom de quoi on ne sait pas. Tout à l'heure on le verra. Merci. Alors là, justement, Dr Kragbe, vous venez de le dire, pratiquement la même chose. Professeur Sidiki Bané l'a dit, c'est une crise qui est beaucoup plus grave que les crises auxquelles on a déjà, ce parti a déjà expérimenté. Alors, selon vous, quelles sont les raisons officieuses qui ont poussé Bédié à cette position, que beaucoup qualifient de position spectaculaire et inattendue? Enfin, on ne dira pas inattendue parce que déjà on le voyait venir. Alors, selon vous, est-ce qu'il y a des raisons officieuses, il y a des non-dits, des raisons qui ont poussé donc M. Konan Bédié à arriver à cette décision, professeur Sidiki Bané? Alors écoutez, je ne veux pas jouer la devin pour essayer de deviner ce qu'il y a dans la tête de M. Bédié en prenant une telle décision. On peut toujours spéculer sur les raisons. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Mais je veux dire que le principe même de soutien d'un autre candidat, autre que celui du parti politique, n'est pas le vrai problème. Parce que un parti politique a pour vocation de se créer, de s'organiser, de conquérir du pouvoir d'État et donc d'aspirer à réaliser son projet de société pour non seulement les membres et même les partis alliés qui l'ont porté au pouvoir, mais pour l'ensemble de toute la population dans un pays. Parce que dès l'instant où vous accédez au pouvoir d'État, vous n'êtes plus le président d'un parti politique ou le secrétaire général d'un parti, vous êtes le chef de l'État, le président de la République. Alors, donc, le principe même de l'acceptation de la candidature d'un candidat autre que celui du parti, disons que ce n'est pas impossible. Un parti peut clairement décider du fait qu'il est conscient de son incapacité à accéder au pouvoir immédiatement,
à nouer des alliances avec un autre parti qui est plus à même d'accéder au pouvoir ou d'être maintenu au pouvoir. Mais alors, professeur, alors justement, je voulais donc vous demander, vous emboîter le pas, pour vous penser aujourd'hui que... Termine. Ok, allez-y. Ce que je voudrais dire, c'est que le principe n'est pas mauvais, mais c'est le principe dans son fondement qu'il faut voir. Est-ce que, étant en démocratie, la non-candidature du parti en place, est-ce qu'elle est soutenue par les militants du parti et est-ce que le principe de l'alliance avec un candidat d'un parti autre est admis par l'ensemble des militants du parti? Toute la question est là. Si tel n'est pas le cas, effectivement, il y a problème. Parce que la démocratie, c'est l'égalité. Ça, c'est la première définition de la démocratie. Dans un parti politique, le président n'est que celui qui a même de défendre les intérêts du parti. Mais il n'a pas plus de droits, puisque son pouvoir n'est en fait que la synthèse du pouvoir que les membres lui confèrent individuellement. Alors, s'il prend sur lui, donc, de poser un acte qui est celui-là de soutenir le candidat d'un autre parti au détriment de son parti, sans l'aval de son parti, effectivement, c'est source d'un problème au sein de son parti et on le voit clairement déjà à des levées de boucliers pour condamner cela. Donc voilà ce que je voulais ajouter, Mathieu. Oui, mais ok, voilà, professeur, justement, avant de vous laisser partir, avant de clore un peu cet aspect-là des questions-là, vous avez tout à l'heure parlé vous avez énuméré différentes raisons qui peuvent pousser, par exemple, un parti politique à faire des alliances avec un autre parti politique. Parmi ces raisons-là, vous avez parlé de l'incapacité, par exemple, pour ce parti-là de revenir au pouvoir. Alors, quand vous regardez aujourd'hui le PDCI-RDA, vous avez l'impression que c'est un parti qui ne peut pas revenir au pouvoir de lui-même? Alors, rien que des élections ouvertes avec un candidat nous le diront. Tout le reste ne sont que des spéculations. Nous n'en savons absolument rien. Mais toujours est-il que si vous n'allez pas au combat, vous ne pouvez pas déterminer votre capacité à gagner ou pas. Donc, le fait déjà de ne pas vouloir participer, on se condamne à ne pas pouvoir gagner. Je ne peux pas dire que le PDCI peut gagner ou non, mais n'allant pas aux élections, évidemment, il se condamne à ne pas gagner. Et pourquoi, vous avez posé la question, M. Bédier décide donc de ne pas envoyer ou faire élire un membre actif de son parti? Alors, c'est une décision unilatérale et qui pose effectivement un problème au sein du PDCI, qui est un parti, je dirais, assez mature, qui a des cadres assez compétents. Ce parti a dirigé la vie politique en Côte d'Ivoire de 1946 en 93, jusqu'en 99. À la faveur donc de coup d'État qu'il a évincé du pouvoir, il a exercé, disons, une quasi un pouvoir quasi un pouvoir de fait, un pouvoir de monopole sur la vie politique en Côte d'Ivoire. Alors, donc, avec une absence de 99 à 2004, donc de 15 ans, refusé d'aller aux élections, est-ce que cela suffit pour dire que ce parti n'est pas même de gagner? Je ne crois pas, mais je ne peux pas non plus affirmer qu'il va gagner. Seule une participation peut attester de sa capacité à gagner les élections. C'est ça. Merci, professeur. Alors, docteur Kragbé, je viens vers vous pour essayer de vous poser pratiquement la même question. Est-ce que vous voyez, comme beaucoup le disent, dans ce soutien de M. Konan Bédié au président Alassane Ouattara, est-ce que vous y voyez un soutien monnayé, comme le disent certains, ou alors avez-vous d'autres raisons? Vous le pensez que Konan Bédié aujourd'hui arrive à soutenir un autre candidat autre que le candidat du PDCI? Pensez-vous qu'il y a des raisons qui sous-tendent cette décision? Les raisons, bon, comme l'a dit le Frébané, on ne peut pas savoir, on ne peut pas ce qu'il a reçu. Les gens écrivent, disent vraiment qu'il y a eu des deals entre lui et Ouattara. Bon, on ne prend pas des preuves à l'appui. Mais je pense que le PDC est toujours comporté comme ça. C'est pas nouveau depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Le président Fouboigny, qui était le président du PDCI, a toujours agi comme ça. Quand il dit à ses militants, allez-y réfléchir. Mais sachez que le dernier mot me revient. Ça veut dire beaucoup de choses. Les présidents du PDCI ont toujours agi comme ça. Donc, Bédié agit dans la droite ligne de ce que le père fondateur du PDCI a fait. Donc, c'est pas nouveau. Il y a toujours un président qui a un pouvoir, je dirais,
je dirais, un pouvoir absolu sur le parti et sur les militants, il peut se lever, faire prendre une décision comme il entend le faire. Et Bédier agit comme ça, pour moi, c'est pas nouveau. Et même si on peut essayer le temps. Oui. Alors donc, docteur Kragbe, vous pensez que Bédier va réussir, si je peux l'appeler, ce coup-là, aujourd'hui encore, il va réussir à faire basculer tout le PDCI dans les bras du RDR? Vous pensez qu'il va réussir cela? Bédier va réussir le faire, vous le verrez. Moi, je ne suis pas PDCI, j'ai de loin, je vois le PDCI, je l'observe. C'est militant, ils savent, il va réussir le faire. Et il a celui de marché personnel qui est solitaire et qui est pour moi basé sur des intérêts personnels. Et au nom de ses intérêts personnels et aussi de sa propre clique qui l'entoure. Et au mépris de la majorité des maisons de PDC et RDA, il prend cette décision. Et il a toujours fait, c'est pas nouveau. Et il va réussir le faire. Il va réussir, n'est-ce pas, emballer tous ceux qui sont derrière lui et ceux qui sont un peu opposés à le suivre dans cette démarche-là. Et il le fera. Ce qui m'intrigue un peu, c'est sa manière cavalière qui m'intrigue un peu. Il aurait dû au moins, même de façon, je dirais même légale, attendre le congrès ou la convention pour prendre des décisions. Mais comme d'habitude, les présidents du PDCI, n'est-ce pas, ne prennent jamais l'occasion d'écouter les militants, ils prennent des décisions comme ça. Le congrès est l'organe suprême du parti politique. Et la convention peut aussi attester, peut décider de quelque chose, de soutien de Ouattara, mais il a fait des décisions de façon personnelle. Et c'est ce qui intrigue un peu choque aussi la conscience collective des démocrates que nous sommes. Voilà. Alors, professeur... Vas-y. Oui, alors non, je voulais me tourner du côté du professeur Gbane. Professeur Gbane, vous l'avez dit tout à l'heure, votre ami vient aussi revenu là-dessus. Bédier, il ressort que les présidents de partis politiques, pas seulement du PDCI ou du RDR, mais un peu partout en Afrique, les présidents de partis sont en quelque sorte ces genres de petits rois télé là qui, lorsqu'ils veulent atteindre une idée, ils veulent atteindre un objectif, ils l'atteignent, quel que soit ce qui se passe, quelle que soit l'opposition des militants. Alors, est-ce que professeur Gbane, vous pensez que il y a aujourd'hui, disons, tout le bruit que font les autres militants là, va contribuer à ce que le plan de Bédier échoue? Est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui au PDCI des gens qui peuvent faire échouer l'idée de Bédier? Bien, alors, avant de répondre à la question, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure et ce qu'a dit auparavant Dr Kragbe. Effectivement, il y a dans la mentalité de nos leaders politiques en Afrique l'idée selon laquelle le parti politique c'est une affaire privée. On la gère selon, disons, l'autorité que nous avons au sein du parti et une fois que nous accédons au pouvoir d'État, nous mettons au diapason des règles démocratiques. Alors, vous savez que on juge la capacité d'un parti politique à faire des grandes choses au sommet de l'État selon sa capacité à diriger ses contradictions au niveau même du parti politique. C'est pour ça que la plupart de nos partis politiques ont du mal à s'ajuster sur les principes démocratiques une fois arrivés au pouvoir, parce que la gestion à l'intérieur de ces partis n'est pas conforme aux principes de la démocratie, parce qu'on pense justement que le parti politique c'est une affaire privée. Alors, ce n'est pas vrai dans la mesure où même une association privée agit selon des textes de loi. C'est pour ça que vous voyez dans les pays développés des dirigeants d'entreprise être emprisonnés pour ce qu'on appelle abus de biens sociaux. Pour la simple raison qu'une société est la propriété des actionnaires, dès l'instant où vous accaparez des biens de la société, vous lésez des personnes. De un. De deux, la mauvaise gestion des ressources d'une société fait perdre de l'argent à l'État, donc à l'État, en termes d'impôts. Donc voilà donc un élément qui vient rejeter du revers de la main l'idée selon laquelle le parti se gère selon l'intérêt de ceux qui l'ont créé ou qui le dirigent. Ce n'est pas du tout vrai. Alors, malheureusement, ce que nous constatons, c'est propre à, je dirais pas tout, il ne faut pas généraliser parce qu'il faut avoir des preuves individuelles pour pouvoir le dire, mais pour parler du cas de la Côte d'Ivoire, nous voyons ce phénomène. Alors, regardez dans tous nos partis politiques, vous voyez qu'il y a effectivement une crise de gouvernance liée au fait que
les dirigeants ou même les fondateurs de ces partis ont du mal à accepter que les militants puissent parfois leur apporter la contradiction. Prenez dans les années 90, nous avons vu cela lorsque le comité de contrôle du FPI, dirigé par Awa Dombelo en son temps, et qui était soutenu par la présidente de l'association des femmes, Guéhi Vallet, a remis en cause un certain nombre de principes. Alors, M. Laurent Gbagbo en son temps, je me souviens, a tapé du poing sur la table en disant, écoutez, que ceux qui ne sont pas contents aient créé leur parti politique. Alors, je ne crois pas que ce soit un discours démocratique. Alors, plus récemment, on l'a vu au RDR, où le Congrès a été incapable de renouveler ses instances. Alors, cette absence de renouvellement se fait sentir aujourd'hui, puisque le parti est dirigé par un secrétaire général intérimaire, dont il n'y a pas de confirmation. Alors, au PDC, justement, on constate, le docteur Kragbo a dit que c'était endémique en quelque sorte. Je pense qu'il faut séparer la période du président Houphouët-Boigny de la période actuelle, parce que le président Houphouët-Boigny a dirigé dans une période, je dirais, exceptionnelle. Parce que de 46 jusqu'à 60, c'est la période de conquête où il a réussi à fédérer les différentes divergences au sein de la lutte anticoloniale. Et donc de 60 à 90, il y a eu donc une situation de quasi-monopole sur la vie politique en Côte d'Ivoire. Mais le président Houphouët-Boigny a montré sa capacité d'adaptation, parce qu'à partir de 90, où il y a rupture du consensus, lorsqu'il s'agit donc de renouveler les instances, le président Houphouët-Boigny s'oppose à la candidature d'un brillant intellectuel et homme politique comme Paul Akoteyao, au prétexte qu'il est baoulé. Effectivement, le chef de l'État, président du parti étant baoulé, le président de la République, de l'Assemblée nationale, le successeur de fait étant baoulé, un troisième baoulé à la tête du parti aurait été problématique. Alors, donc, il y avait cette capacité à pouvoir s'adapter, on ne dirait pas entièrement, mais mettons la période du Houphouët-Boigny en parenthèse. Le problème au PDCI commence véritablement à partir de 93. Et pour rappeler encore ce que disait le docteur Kragwe, le président Houphouët-Boigny avait la finesse, pour avoir participé à la vie politique en France, de pouvoir obtenir le consensus des militants des différentes instances avant d'apparaître en public pour annoncer une décision. Ça, c'est important parce qu'on crée une condition du consensus. C'est lorsque le consensus est rompu que nous sommes obligés d'aller au vote. Mais malheureusement, on se rend compte que ce qui se passe en ce moment au PDCI ne s'inspire pas de cette tradition de Houphouët-Boigny. Et en mon sens, c'est une menace pour le PDCI en lui-même, mais en même temps pour la vie politique en Côte d'Ivoire, parce que, je l'ai si bien dit, la démocratie fonctionne par tradition. C'est-à-dire que les dévanciers posent des actes qui inspirent les générations qui arrivent. Si le PDCI, après donc toutes ces années, continue à offrir ce spectacle que je dirais antidémocratique, malheureusement, ça affecte la vie publique, la vie politique en Côte d'Ivoire. Et je ne pense pas que le camp présidentiel ait été bien inspiré d'avoir accepté le principe de soutien de la candidature du président Ouattara au cours d'une visite d'État. Parce que la visite d'État, je suppose qu'elle est ouverte à tous les Ivoiriens, quelque bord politique qu'ils soient. Il y a eu des inaugurations d'infrastructures socio-économiques depuis. Alors, on ne dira pas un militant du FPI quelque part d'Aoukro qui n'est pas autorisé à aller s'abreuver à la source d'eau parce que ça a été construit par le RHDP. Alors, comprenez bien que il faut éviter le mélange des genres. Je pense que ça a été une erreur d'avoir procédé de la sorte. Et si vous permettez, Mathieu, j'ai oublié un tout petit peu dans mon développement, précisément la question que vous avez posée, mais je tenais à faire ce développement pour dire que le principe de la décision unilatérale du président Konan Bédié n'est pas une remise en cause de sa possibilité en tant qu'ancien chef d'État ou en tant que militant du PDCI d'avoir un choix politique. Telle n'est pas la question. Mais il fallait y mettre les formes légales de sorte que la cohésion au sein du PDCI soit non seulement assurée, mais en même temps serve d'exemple au fonctionnement des autres partis politiques. Parce que quand tel n'est pas le cas, c'est une tradition qu'on crée et qui finit par inspirer les autres, malheureusement, dans le sens contraire de la démocratie. Voilà ce que je tenais à préciser. Voilà. Justement, ma question, c'était de savoir, est-ce que vous pensez effectivement qu'au niveau du PDCI, les gens vont arriver à faire échouer le plan de Bédié? Est-ce qu'il y a des gens capables aujourd'hui qui peuvent faire échouer ce que Bédié a décidé? Écoutez, Mathieu Boabré, dans toute démocratie,
Parce que nous sommes en démocratisation, je ne dirais pas que nous sommes une démocratie. Dans toute démocratie, un groupe de militants du bureau politique, du PDCI, qui se permettent donc de porter plainte contre le président du parti pour une telle démarche aurait raison. Pour la simple raison que le PDCI étant une organisation privée, régie par des textes de loi, c'est pour ça que quand vous créez un parti politique, vous le faites enregistrer. Alors, c'est donc dire qu'au niveau donc du pouvoir judiciaire, on a les moyens, on a le droit de trancher un litige entre les membres d'une organisation, même privée. Donc, sur la base du fait que le Congrès ait accepté une candidature, il aurait fallu que M. Bédié puisse obtenir du bureau politique et des instances spéciales au sein du PDCI pour renverser cette décision. Mais aller à contre-courant du Congrès pour prendre une décision unilatérale, alors c'est manifestement une violation justement de ce tact du Congrès et qu'il faut le dire à la même valeur que l'acte qui a constitué à le nommer comme président. Alors, donc en révoquant ce tact de façon unilatérale, il remet en cause l'acte qui a fait de lui le président de la République. Et j'ai si bien dit que dans une démocratie, des membres influents du parti auraient pu remettre en cause. Alors, est-ce qu'en Côte d'Ivoire sera possible? Il y aura certainement des tentatives. Je ne sais pas ce que la décision juridique sera, mais toujours est-il qu'il y aura certainement une mobilisation de certains militants de présenter un candidat contre la volonté du président Bédié et de certains membres des instances qui lui sont proches. Il y aura une tentative. Est-ce qu'ils réussiront? Le temps nous le dira. Voilà, justement, professeur, à vous entendre parler, je dis que vous êtes en train de faire un développement, le développement de quelqu'un qui se trouve ici, peut-être aux États-Unis, où on parle de porter plainte, où on parle de pouvoir judiciaire, où on parle de violation des lois, et où ces termes-là ont un sens. Alors, docteur Kragbe, vous pensez aujourd'hui que si jamais il y avait, effectivement, comme l'a dit le professeur Siriki Gbani tout à l'heure, s'il y avait par exemple des militants, des personnalités au sein du PDCI qui arrivaient à porter plainte contre M. Bédié pour violation des résolutions du Congrès, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'avec ce pouvoir judiciaire que nous avons aujourd'hui en Côte d'Ivoire et surtout ce pouvoir judiciaire que nous avons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, est-ce que vous pensez que ces personnes-là auraient gain de cause, surtout quand il s'agit de ce problème précis? Merci Mathieu. Alors? Oui, allez-y. Ok. Je pense que si les militants du PDCD au niveau du pays veulent se soulever, comme on dit, et puis affronter le président Bédié, ça sera difficile. On a vu un peu à l'époque du PDCD, Jerry Kobena avait créé une mouvance, je sais pas, un courant de pensée au niveau du PDCDA. On a vu la levée de bouclier contre Jerry Kobena. Cette mouvance est pratiquement devenue RDA après, mais vous voyez, c'est difficile. Donc, cette pression interne, pression de pouvoir en place sur ceux qui refusent de suivre Bédié. Je pense que les militaires qui sont à l'extérieur peuvent véritablement s'organiser pour constituer une opinion, je dirais, nationale, et même internationale, contre cette pratique, je dirais, dictatoriale de Bédié. Mais au niveau d'Abidjan, c'est un peu difficile. Et puis, on sait aussi que à cause de la pauvreté, la misère de beaucoup d'autres militants, des militants plus de CRDA et d'autres militants d'ailleurs, la corruption sera véritablement de mise. Les gens vont continuer à corrompre les gens, leur fait ce qu'ils veulent faire, leur fait de l'argent, et puis que véritablement ils se baigner. C'était toujours comme ça. On a vu en 90, je dirais même en 90, quand il y a eu l'élection présidentielle, beaucoup de amis qui étaient PDC, qui se sont retirés, qui ont pas s'exprimer, on les a ramenés à l'ordre, à leur offrant ce qu'ils veulent. Moi, j'ai des amis, je sais pas si c'était non ici, qui sont devenus députés, sont devenus maires, et qui étaient des opposants farouches à Oufou et ses pratiques, mais qui sont revenus à la maison, moyennant quelque chose. Et ça va jouer. La pression interne, d'abord au niveau du pays, sur ceux, les militants qui s'agitent, et puis, la corruption généralisée aussi sera des mises pour les amener à changer des cas. On se connaît. Et puis, ceux qui peuvent s'exprimer, comme je l'ai dit, ce sont les militants PDCRDA, qui parlent pas de renouveau, mais qui seront basés à l'extérieur du pays. Ça, c'est un fait.
pour éviter la pression de la part de Bédié lui-même et ses amis, et aussi le pouvoir en place qui est géré par le président Ouattara, ses amis. Ce sera difficile. Mais ce qui est sûr, c'est que, je confirme que le plan Bédié va amener tous ses militants sur Ouattara. Et il le fera. Au moins la pression. Voilà. Oh, ok. Merci, Dr Krabé. Alors, rapidement, avant de revenir à Dr Eddy, qui nous a rejoint, professeur Sidiki Bané, je voulais revenir vers vous. Vous avez tout à l'heure vous avez mis en exergue la période de Houphouët-Boigny et la période que j'appellerais la nouvelle période des nouveaux politiciens aujourd'hui. Vous avez parlé de Bédié qui a fait du président Houphouët-Boigny, précisément, qui s'est servi certainement de l'exemple des pays européens où il a commencé certainement à faire sa politique, mais ce que je ne comprends pas, c'est justement cela. Tous ces politiciens qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce sont des personnes qui ont quand même qui ont visité, qui ont vécu dans les pays étrangers comme les États-Unis, M. Bédié, M. Alassane Dramane Ouattara, M. Gbagbo lui-même, voilà des gens qui ont quand même eu à voir comment la démocratie se manifeste dans ces pays-là. Alors, vous ne pensez pas que ce sont ces personnes qui devraient logiquement montrer la bonne voie à ceux qui sont restés au pays, ou du moins même faire plus que Houphouët-Boigny? Pourquoi, selon vous, ces gens-là, on a tendance à les voir comme des gens qui tirent la démocratie vers le bas? Pourquoi, selon vous? Bien, merci Mathieu Boabré. C'est des questions auxquelles on réfléchit depuis longtemps. J'ai dit bonsoir en passant au docteur Eddy, qui est à l'écoute comme vous l'avez dit. Alors, l'erreur que nous commettons souvent en Afrique, dans nos États, c'est que nous avons l'illusion de penser qu'il y a des messies qui viennent d'ailleurs, sachant tout, ils viennent nous apprendre tout. Alors, nul ne naît démocrate, on devient démocrate par la pratique de la démocratie. Il y a la composante théorique, c'est sur ça que nous travaillons, pour savoir ce qui se fait ailleurs, comment nos sociétés évoluent vers des situations où elles pourraient intégrer ce qui s'est mieux développé ailleurs. Mais c'est justement la tradition démocratique se faisant par la pratique qui finit par s'inscrire dans les mœurs. Alors, je vous donne un exemple. En Côte d'Ivoire, on a enseigné l'instruction civique et morale à un moment donné. Alors, je ne suis plus tout à fait au fait du contenu du programme de l'éducation nationale. Je ne sais plus si ça s'enseigne. Alors, j'ai vécu une expérience personnelle ici qui m'a ouvert les yeux sur l'importance de l'enseignement à la base. Il y a quelques années, c'est chez moi à la maison, ma fille recevait certains de ses amis pour jouer ensemble et je était occupé à faire quelque chose, mais je veillais sur ce qui se faisait. Et à un moment donné, c'est agi de choisir un jeu que les enfants devaient faire. Il y avait une dissension et j'ai entendu une voix dire, et c'était celle de ma fille, « Let's vote ». Alors, ça m'a choqué dans le bon sens. La première question que je me suis posée, où elle l'a appris? Et la réponse est venue immédiatement, mais de l'école, à travers ce qu'on appelle civique. Alors, si on ne commence pas par enseigner aux populations de façon théorique ce qu'est la démocratie, et que cet enseignement n'est pas suivi de pratique, de sorte qu'on puisse confronter ce qui se dit, ce qui s'enseigne et ce qui se fait, on ne pourra pas créer des corrélations qui pourraient amener vers la démocratisation. Ce que vous avez cité. Alors, ils étaient ici, pas en tant que natifs de ces pays, ils étaient ici en tant que vivants pour des raisons professionnelles, donc ils ont subi la démocratie dans le bon sens. Mais quand ils retournent chez eux, ils retrouvent leur nature première, c'est-à-dire des personnes originaires de ces pays. Et comme ils sont les produits de l'environnement initial, si, disons, des valeurs antidémocratiques prévalent, ils seront, disons, happés vers le bas, vers des valeurs antidémocratiques. Il va falloir qu'ils aient de fortes personnalités et des visions particulières pour imposer la démocratie. Un exemple, c'est celui du Ghana voisin. Prenez Jerry John Rawlings, dont on nous dit que le père britannique, la mère est native anglaise, c'est bel et bien un Ghanéen, qui, à travers sa vision, il est venu 2 fois par coup d'État, il s'est maintenu 2 fois par élection démocratique. Mais le fait d'avoir organisé des élections démocratiques, d'avoir cédé le pouvoir, et que, à sa suite, celui de l'opposition qui avait gagné, a pu donc permettre une transition, mais c'est justement par la transition pacifique d'un pouvoir à un autre qu'on finit par créer des mœurs démocratiques. Prenez le cas de la Côte d'Ivoire, je ne veux pas m'allonger, je vais donner un dernier exemple. Alors, la Côte d'Ivoire, le défi que nous devons réaliser aujourd'hui,
c'est de faire en sorte qu'il y ait une transition démocratique d'un pouvoir à un autre. Depuis les indépendances, la Côte d'Ivoire ne l'a jamais atteint. De 93 à la mort du président Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié, la transition ne s'est pas faite de façon démocratique. Pour la simple raison que ce à quoi nous avons assisté est la manifestation d'un balbutiement. Lorsqu'on vient nous annoncer que le président Houphouët-Boigny est mort, et que dans le même communiqué on nous dit que la Cour suprême va constater le décès, ça prouve clairement que, parce que nous n'avons jamais vécu une situation similaire, il n'y avait pas de protocole pour permettre la transition. Donc le balbutiement peut expliquer cela. Ça peut aussi expliquer une volonté cachée ou manifeste de ne pas permettre disons, transition pacifique. Alors, lorsque le président Bédié, qui est effectivement reconnu par la Constitution comme celui qui doit succéder, se précipite à la télévision pour annoncer « c'est moi le président, mettez-vous à ma disposition », c'est une autoproclamation qui est antidémocratique. Et vous savez tous, comme le président Bédié est parti du pouvoir, je ne vais pas entrer dans les détails, c'est un acte de violence. Ensuite, la transition entre le général Gueye et le président Laurent Gbagbo, alors, c'est une violence beaucoup plus grande que la précédente. Ensuite, nous avons des élections à l'issue desquelles le président Laurent Gbagbo est vaincu, on le reconnaît, etc. C'est pas à coup de canon dans une démocratie qu'on fait une transition. Alors, si la Côte d'Ivoire n'arrive pas à rompre cette tradition de, disons, d'évolution du pouvoir d'un régime à un autre de façon pacifique et selon la démocratie, tous les efforts que nous ferons seront vains parce que tous les 5 ans, il y aura des affrontements, il y aura peut-être des morts et des égratignures, mais toujours est-il que si la Constitution n'est pas appliquée, au sens où nous ne sommes pas habités par l'esprit des lois pour accepter comment les choses devraient se faire, alors ce sera des efforts vains. Donc voilà, Mathieu Boabré, ce que j'aimerais dire, il n'y aura pas de messie, personne ne viendra des États-Unis, de la France pour imposer la démocratie aux Ivoiriennes. C'est l'esprit des lois habitant les Ivoiriens qui les amènera à admettre comment la démocratie fonctionne. Les Ghanéens l'ont fait. Ce pas des gens extraordinaires, sont nos voisins. S'ils l'ont fait, nous pouvons le faire. Merci professeur Sidiki Bané, merci. Nous allons avant de revenir à nos auditeurs qui sont nombreux. Tout à l'heure on va avoir notre ami CA Patrice qui est un responsable du PDCI ici aux États-Unis qui va donner son mot justement sur ce qui se passe là. On a en ligne monsieur Paul Nyekere, on a en ligne aussi le pasteur Aka. Nous vous voyons tout à l'heure, on va revenir à vous. Alors, le temps de dire, de demander à Dr Eric Eddy, que nous avons l'habitude d'avoir sur Eric Eddy, vous venez de nous prendre en marche. Ben, vous savez, l'actualité politique, vous la savez, ce qui meuble cette actualité-là, c'est justement la décision de M. Henri Konan Bédié de créer désormais le PDCI-RDR et de soutenir la candidature de M. Alassane Dramane Ouattara, qui est un militant du PDCI du RDR. Alors, de façon générale, qu'est-ce que vous pensez de cette réaction de M. Bédié et puis la comptez-vous comme une décision antidémocratique, comme le disent beaucoup de personnes? Dr Eric Eddy. Merci, bonsoir donc à tous les amis auditeurs. Désolé pour le retard, je suis à Pittsburgh à une conférence qui engage les communautés africaines aux États-Unis, conférence organisée par le bureau de la santé des États-Unis pour évidemment la santé des immigrés africains aux États-Unis. Alors la question que vous posez elle est d'actualité. Je vais d'abord en même temps aussi dire bien de choses à mon très cher ami professeur Sidiki Bané, qu'on n'a plus entendu. En tout cas, nous étions tous deux des habitués de l'émission Jacques-Roger Show. Ça remonte à 2005, 2006 et 2007. Et pour vous dire encore combien de fois cette émission continue de faire. Alors, sur la question que vous posez, mais bien entendu, vous avez le PDCI-RDA est le plus ancien des partis politiques ivoiriens. C'est ce parti politique-là, si vous voulez, qui à un moment donné a déterminé la vie politique en Côte d'Ivoire, parce qu'on sait qu'à partir de 1958, déjà, le PDCI a dominé l'actualité politique, a dominé le champ politique en Côte d'Ivoire. Alors, ce parti est là jusqu'à aujourd'hui. On pourrait s'attendre quand même à des pratiques qui sont bien enracinées et bien vieilles. Ce que je veux dire par là, c'est que
quand le président Henri Konan Bédié décide de soutenir la candidature unique donc de Alassane Dramane Ouattara pour des élections qui, dit-on, devraient avoir lieu l'année prochaine, donc en 2015, il y a plusieurs choses qu'il faut voir. D'abord, premièrement, il y a le fait que c'est la continuité des accords fictifs ou alors des accords de derrière rideau qui ont été passés entre les dirigeants de ces différents partis politiques, notamment le PDCI-RDA, le RDA et tous ceux qui ont accompagné ce qu'on a appelé la coalition, je crois, des 5 depuis la sortie, depuis Marcoussi. Ce sont des décisions qui ont été prises de ça au préalable, consulter la base ou bien la base de ces différents partis politiques pour recueillir leur avis ou alors leur expliquer quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, cette décision-là, pour moi, est la continuité de cette alliance-là qui a été scellée depuis 2003 à Paris, justement, en marge ou alors après les accords dits de Marcoussi. Maintenant, dans le fond, quand vous regardez, oui, il y a beaucoup de violations. Parce qu'un parti politique comme le PDCI-RDA, qui fait partie en tout cas des 3 grands partis politiques au moins en Côte d'Ivoire, la décision de désigner ou bien la désignation d'un candidat pour les élections présidentielles, parce que c'est l'objectif d'un parti politique, est soumis à l'approbation d'un congrès ou bien d'une convention extraordinaire. On se souvient que déjà, même pour les élections de 2010, passées, qui ont entraîné tout le chaos que nous avons vu en Côte d'Ivoire, élection qui, selon le procès Séléki Badé, a été remportée par, en fait, il dit que Gbagbo a été vaincu, mais sans dire qui a gagné. Ça, c'est un autre débat, mais je voulais déjà lui dire que le vainqueur de cette élection-là, c'est le président Laurent Gbagbo. Vous voyez que déjà, avant de se présenter à cette élection, Bédié et le PDCI organisent une convention extraordinaire pour désigner son candidat. Si, aujourd'hui, le PDCI-RDA veut décider de soutenir un candidat qui est autre que le président du parti ou alors un autre militant qui aurait été choisi par les militants du PDCI-RDA au sein du PDCI-RDA, il faut au moins aller à un congrès où, en tout cas, ça c'est les textes des partis qui le disent. Le fait de ne pas faire cela montre encore une fois que ce que le professeur Bané a dit tout à l'heure, je suis d'accord, la culture du respect des textes, non seulement dans les partis politiques, mais dans la vie politique et dans la vie même publique en Côte d'Ivoire, fait encore défaut. Donc, c'est quand même grave que Henri Konan Bédié se décide de façon seule ou alors avec quelques personnes, sans qu'il y ait une convention extraordinaire, sans qu'il y ait un congrès du PDCI-RDA pour définir le candidat, que seul il décide que le PDCI-RDA va soutenir une candidature unique. Comme nous ne sommes pas encore à la date de dépôt des candidatures et qu'on voit beaucoup de remue-ménage, on pourrait avoir une porte de sortie dans nos critiques en disant que ce sont des effets, si vous voulez, des actes avant-coureurs d'une situation que nous allons voir beaucoup plus clairement à l'approche donc de la date de cette élection dont on parle. Donc voilà la première réaction que je voulais avoir, mais ça ne m'étonne pas, pour terminer, ça ne m'étonne pas de la part de M. Henri Konan Bédié, du président Bédié, qui s'est immiscé dans la politique ivoirienne quand même depuis l'âge de 26 ans, et qui connaît les rouages. Son expérience devrait lui permettre quand même de montrer aujourd'hui en Côte d'Ivoire une certaine facette de leadership qui pourrait amener quand même la classe politique ivoirienne, la politique ivoirienne elle-même, à prendre une direction comme Jerry Rawlings a dû insuffler. Malheureusement, Bédié continue de sombrer dans la médiocrité, ça, je pèse mes mots, il continue de sombrer dans la médiocrité, comme il a sombré avec lui, la Côte d'Ivoire, dans la médiocrité, depuis qu'il est arrivé à la magistrature suprême en 1993. Déjà, on voit les conditions dans lesquelles il a pris le pouvoir, qui lui était déjà dévolu. Il fallait se battre peut-être contre Alassane Dramane Ouattara en ce moment-là, qui lui n'a jamais respecté la Constitution. Mais on voit déjà comment Bédié a pris le pouvoir, et puis de 93 jusqu'à 99 à son coup d'État malheureux, on voit comment la Côte d'Ivoire a été dirigée. Donc, c'est la continuité de cette médiocrité politique de ce personnage-là, surtout dans le paysage politique ivoirien, et c'est la critique que je voulais apporter maintenant. Merci, docteur Eric Eddy. Nous avons promis à nos invités que nous n'allons pas passer une heure de temps, plus d'une heure de temps à cette émission. Malheureusement, ils ont des préoccupations. Nous doivent nous quitter, effectivement, mais nous allons effectivement aller rapidement du côté de nos panélistes, enfin des autres panélistes de cette émission, qui ont certainement quelque chose à leur demander rapidement avant de les laisser partir. Nous allons d'abord demander à notre frère et ami Séa Patrice, qui est un responsable du PDCI,
qui nous a suivis donc depuis le début de cette émission, ce qu'il pense de tout ce que les invités ont dit, et puis surtout ce qu'il pense de la décision de monsieur Henri Konan Bédié. Alors, monsieur Seya, apparemment, d'après tout ce qu'on suit ces derniers temps, vous étiez, il nous est revenu de constater que vous étiez même contre l'arrivée de du député Konan Kouadio-Bertin ici. Vous n'étiez pas du tout d'accord avec ses idées. Aujourd'hui, les choses se précisent. On voit M. Konan Bédié qui met votre parti dans les bras du RDR. Est-ce que vous êtes consentant? Et puis, qu'est-ce que vous pensez de tout ce que nos invités ont dit? Bien, merci. Merci de la question. Je voudrais rapidement remercier tous les invités et les autres qui sont en ligne actuellement aussi. Merci aussi de ton invitation. Je voudrais dire sélective. D'entrée de jeu, tout à l'heure, tu as dit que tu ne me voyais pas, mais je n'ai jamais reçu des tests messages. Lorsqu'il s'agit, par exemple, de FPI qui est en difficulté, et donc il fait à la une, tu ne m'envoies jamais ce test message, mais lorsque le PDFPI a un problème, c'est en ce moment que je reçois le test message. Merci quand même d'avoir été très sélectif. Oui, on a vraiment... Oui, allez-y. Merci. Donc, je remerciais tout à l'heure tous ceux qui m'ont précédé. Je voudrais tout simplement dire que Eddie a un peu brossé un peu ce que était, disons, l'acte posé par rapport à l'Union. Nous sommes en coalition. Il a dit en 2013, en 2003, non, c'était le RADP a été créé en France en 2005. Et donc, dans nos premières tentatives, nous avons voulu qu'il y ait un candidat unique aux élections de 2010. Là, on a dit, bon, écoutez, non, en attendant que les partis soient unifiés, chacun va de son côté. Bien. Alors, si ces idées commencent à se préciser... Alors, précisez, M. C.A. précisez. Vous dites que les élections de 2010, vous aviez prévu un candidat unique, je veux la précision. C'est ça, le RHDP? Non, j'ai dit que il avait été... il y a eu des entretiens entre les partis qui formaient la coalition, de manière à ce qu'il y ait un candidat unique au RHDP. Ok. C'est pas nouveau, ça. Donc, dans la création, on visait Bédié, on visait ceci, et c'est Bédié même qui était Anaki, il avait proposé, tel avait proposé, et c'est au niveau même du PDCI, que nous avons dit non, il y a trop de bruit, chacun doit aller de son côté, et au deuxième tour, on se rangira de celui qui sera en première position. Donc, aujourd'hui, cette idée d'avoir une candidature unique n'est pas nouveau au sein du RHDP. Et si aujourd'hui, on tend vers une certaine unification, le Bédié l'a dit, c'est une fusion entre le PDCI et le RDR, évidemment les autres sont compris là-dedans, dans l'intérêt de la gestion des affaires du peuple et dans la perspective de l'alternance en 2020. Je crois que c'est assez clair. Les partis politiques peuvent faire une fusion. Si vous allez à une fusion, pour rendre plus efficace sur le terrain, dans la conquête du pouvoir, je ne vois rien. Et lorsque je vois un test de est-ce que ce n'est pas fait disparaître au fouet dans cette tentative de fusion? Je dis non. Au fouet, c'est le premier président du parti. Il a comment dire, marqué son temps par les idéaux, les objectifs qu'il a eu en son temps et qui demeurent toujours des objectifs à atteindre. Reste toujours là, même s'il est décédé. S'il est décédé,
Même les 4 partis politiques qui sont en coalition respectent les idées. Le RDR sortir de la matrice du PDCI, je ne vois vraiment pas, comment les objectifs, les idéaux du PDCI qui sont œuvrés pour le bonheur de l'homme par le travail, œuvrer pour l'émancipation de sa personnalité et puis pour traduire ces objectifs-là, en actes, 2 ressorts ressortent. Le premier ressort, c'est la démocratie. Le deuxième ressort, c'est le libéralisme économique. Alors, ok. Alors, Monsieur Sea, justement, on va... je vous dis tout simplement que, selon votre test message, cette idée, cette fusion n'a rien à voir, n'attend pas à effacer au fouet. Non, les idées de fouet seront toujours poursuivies par ceux qui représentent la coalition. C'est dommage. Okay. Merci, monsieur Serra. On va tout à l'heure revenir à vous, hein. Ne partez pas, justement, parce que vous touchez là. Mais ce qu'on voulait savoir, hein, très rapidement, avant de repartir vers nos invités et certaines personnes qui sont à l'écoute nombreuses. Alors, ce qu'on voudrait savoir, est-ce que vous êtes d'accord, parce que tous les invités l'ont dit, hein, tout à l'heure, il y a eu un congrès qui s'est passé, il y a eu des résolutions qui ont été prises à ce congrès-là, et on attendait donc une convention pour entériner cette décision-là. Et comme on le dit à Bobo, tout à coup, soudain, brusquement, M. Bédier prend une décision qui va à l'encontre des résolutions de ce congrès. Est-ce que vous, étant responsable du PDCI, vous êtes d'accord avec cette façon de procéder? Non. La convention qui doit entériner, choisir le candidat du PDCI n'est pas encore tenue. Pour vous, les journalistes prennent toujours devant les choses, et cela, ils l'ont copié de Kakabe, dont tu as fait allusion tout à l'heure. J'ai refusé de le recevoir pour une question de violation quand même des prêts. Il n'a pas obtenu la permission de la direction du parti, du pays. Il ne m'a même pas appelé, moi qui suis, le responsable qui veille au bulletin de santé de PDCI ici. Il n'en a pas fait. Arrivé ici, il ne m'a même pas dit bonjour. Je me crois inconfortable de recevoir tel reçoit. Laissez-moi faire. Donc je dis que la convention ne fait pas le travail de la convention dans la presse, s'il vous plaît. Ok. Merci, monsieur Sia. On va revenir à vous tout à l'heure. On était juste en train de rappeler cette façon de dire aux militants que je donnerai des instructions fermes à la convention pour que ceci se passe. Bon, on va revenir tout à l'heure à vous, hein, restez en ligne. On va aller du côté rapidement pour libérer certains de nos invités, hein, qui ont beaucoup de choses à faire. On va aller du côté de notre ami Paul Nyekre, qui est en ligne aussi depuis Philadelphie. Paul Nyekre, est-ce que vous avez une question à poser, une intervention à faire rapidement? Allô, Paul Nyekre? Bon, notre ami Paul Nyekre. Allô, Bobré? Oui, allez-y. Oui, bonsoir. Bonsoir, Paul, allez-y. Vous avez une intervention, une question à poser? Non, j'écoute tout simplement parce que je ne veux même pas me mêler à ce débat parce que, à mon sens, enfin selon moi, on ne doit même pas parler d'élection en Côte d'Ivoire en ce moment parce que les conditions ne sont pas réunies. Tout le monde est en prison, vas-y. En fait, vraiment rien n'est réuni pour des conditions. On a fait une élection en 2010 qui s'est terminée par un bombardement et puis un transfèrement du président Lahaye. Bon, parlons de ça. On n'a même pas fait. Okay. On devrait faire un audit pour vider le contentieux électoral. Rien n'est réuni depuis. M. Ouattara, d'ailleurs, il doit pas être candidat parce qu'il n'est pas ivoirien. Faut le dire. Ok. Alors, ok. Merci. Mais ça m'arrive, mais dans l'occasion, laisse-moi parler. Voilà. Non, je veux dire, Paul. Non, je veux dire, excusez-moi, je vais vous donner quelques minutes. Je vais juste dire, je vais vous dire de vous inscrire dans la ligne hein, de l'émission. Enfin, il y a un sujet bien précis. Je voudrais qu'on s'en tienne à cela. On n'est même pas encore au niveau des élections. Hein. On est en train de parler du soutien de M. Bédier à M. Ouattara. C'est juste ce que je... Oui, allez-y rapidement.
il ne m'étonne pas. Bédier, il est dans sa logique. Il a vendu le PDCI RDA pour des intérêts égoïstes et personnels. Et le PDCI, c'est comme ça marche. Les autres l'ont dit, quand même l'a dit, c'est comme ça il marche. Moi, quand j'étais au lycée, j'étais plein de Messi. Au lycée, même au Carrefour, j'étais plein de Messi. Mais je connais comment ça marche. Et on y va pour, n'est-ce pas, bénéficier de quelque chose, c'est tout. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a rien là-bas dans le PDCI. Et donc, il est dans sa logique. Il a décidé de vendre le PDCI RDA au RDA et il va le faire et personne ne dira mot. Je voulais vous dire que à l'occasion de... On avait ici M. Wassina Koné, ici, et je lui ai posé la question, mais monsieur, général, pourquoi vous ne voulez pas comme candidat? Parce que Bédier, là, ça ne fait pas mouche. Il dit non, mais écoutez, mon petit, il a fait d'argent, lui, il a de l'argent. Il a de l'argent, on le suit, tout ce qu'il dit, ça passe. Donc, ce qu'il a dit là, ça va passer comme une lettre à la poste. Et ils vont suivre. Ah. Donc, moi, je pense que c'est même pas un débat d'ailleurs. Parce que. Ok. Voilà. Merci. Merci Paul Niegré. C'était notre ami Paul Niegré depuis Philadelphie. Restez en ligne. On reviendra certainement à vous tout à l'heure lorsque on va libérer nos invités quand ils trouveront l'occasion de partir. Alors, on va aller du côté de notre ami Adjei Laurent. Adjei Laurent, un commentaire rapide, une question à nos invités si vous êtes en ligne. Merci Matt. Bonsoir et je salue les invités, nos amis Triki Bani, professeur, Dr Kragbe et Dr Eric. Je salue au passage. J'ai une question pour nos trois invités. Alors, parlant du PDCI en tant qu'héritage que vous pouvez alléguer à Bédier, parlant de cette gestion-là, peut-on dire aujourd'hui, après la décision de Bédier, que c'est un drame ou une opportunité pour le PDCI? C'est la simple question que j'ai pour eux. Ok, si le soutien apporté à monsieur Alassane Draman Ouattara de la part de monsieur Bédier est un drame ou bien est une continuité, c'est ce que vous voulez dire, hein? Une opportunité, je parle dans le cadre de la gestion de l'héritage, parce que le PDCI était un trésor pour Fouet, à Bédier. Alors, dans la gestion de cet héritage-là, peut-on parler d'un drame ou une opportunité pour le PDCI? Ok, voilà. Si c'est un drame ou je n'avais pas entendu le reste. Si c'est un drame ou une opportunité. Alors, nous allons aller du côté de Monsieur Kragbe qu'on n'a pas encore entendu depuis quelques minutes. Monsieur Kragbe, est-ce que vous, comment vous voyez justement je crois que tout à l'heure on en avait parlé un peu, les deux invités en avaient parlé, mais quand même allez-y rapidement, si vous avez une précision à faire. Est-ce que c'est une opportunité pour le PDCI en s'alliant de cette façon-là au RDR, ou alors c'est un drame? Merci, Pasteur Adjei, merci Mathieu. Pour moi, de façon fondamentale, le PDCI, le RHDP, c'est comme blanc, bonnet, blanc, ok? Et le RDR sort du vent du PDC. Ce sont les mêmes personnes. C'est la même pensée. Regardez un peu le parti du frère Mabutu Akes, UDPCI et les autres partis qui naissent sont pratiquement issus du PDCI. C'est les gens qui changent de façon fondamentale même, ce sont les mêmes. C'est le même parti qui est là. Donc aujourd'hui, je pense que Bédier il gère le PDCI et depuis pratiquement la mort du Foubagny, a raté le coach. La raté le coach, pour moi, c'est un drame. C'est un drame parce que c'était l'occasion pour lui de se réaffirmer, de mettre le PDC à l'avant, mais il a raté le coach. En passant des personnels et en mettant au mépris même des militants du PDC RDA. Il a raté le coach. Bon, c'est un drame. C'est un drame. Ok. Voilà. Merci. Merci. Merci, docteur Kragbe. Alors, docteur Eric dit, vous êtes là, vous venez donc de nous prendre en marche, on va aller vers vous. Alors, si on vous demandait de répondre à la même question, cette alliance, la future création du PDCI RDR, parce que c'est comme ça on va appeler le parti qui va en résulter, le PDCI RDR, qu'est-ce que vous pensez que sera son impact sur la Côte d'Ivoire, sur la vie politique en Côte d'Ivoire? Un impact positif, négatif, selon vous? Oui, Mathieu, je crois que j'abonde dans le même sens que Marcel Kragbe tout à l'heure, que je salue au passage.
pour dire que effectivement cette alliance n'est pas nouvelle. Cette alliance démontre encore une fois la persistance du parti unique au sein du PDCA et de tous ceux qui sont sortis de là. Vouloir aujourd'hui, au XXIe siècle, au moment où la Côte d'Ivoire est rentrée dans un cycle où le multipartisme au moins a pris corps, encore une fois depuis 1990, avoir ce genre de pensée, d'action et de comportement politique, ça démontre bien encore une fois et ça nous ramène justement aux raisons pour lesquelles Henri Konan Bédié, Alassane Dramane Ouattara se sont farouchement opposés à l'arrivée du multipartisme. Si on veut faire un petit rappel, c'est Henri Konan Bédié qui s'est opposé farouchement, par exemple, à la création d'une commission électorale indépendante pour gérer les élections en 1995. C'est ce qui a amené le boycott actif. Alassane Dramane Ouattara lui-même, quand il était Premier ministre de façon anticonstitutionnelle, comme on peut le dire encore une fois, c'est celui-là qui a mappé toutes les mailles de protestation, fermé les résidences universitaires. C'est celui-là qui, en 1992, on le sait, qui a orchestré ce qu'on a appelé l'assaut final, la riposte fatale, au cours de laquelle Laurent Gbagbo a failli perdre ou alors la vie. Donc, ce n'est pas nouveau. Maintenant, est-ce que c'est une façon de dilapider l'héritage du président Houphouët-Boigny? J'allais dire à la fois oui et non. Non, parce que le parti unique persiste. Les enfants qui sont sortis peut-être du même ventre sont en train de se réunir pour garder leur emprise du RHDP sur la Côte d'Ivoire. En ce sens-là, Houphouët-Boigny n'est pas mort. Mais si on regarde aujourd'hui ce que le RHDP représente pour la Côte d'Ivoire, si on regarde aujourd'hui ce que le drame, la Côte d'Ivoire vit un drame qu'elle n'a jamais vécu depuis 1960. Il y a eu des crises depuis 1960 que Houphouët-Boigny lui-même a géré. Les différents autres présidents sont venus en gérer, mais jamais aucune de ces crises-là n'a précipité notre pays dans le gouffre où il se trouve aujourd'hui, où la cohésion sociale, le tissu social est fortement entamé. Et ça, le RHDP, avec le PDCI-RDA et le RDA, ils en sont coupables. Donc, à ce stade-là, on peut dire oui, effectivement, un pays stable légué par Houphouët-Boigny, qui est aujourd'hui parti en lambeaux, avec le RDR et le PDCI-RDA qui n'arrivent pas justement à amener une réconciliation en Côte d'Ivoire en posant des actes vraiment qui nous amènent vers un dialogue républicain, on peut dire qu'effectivement l'héritage de Houphouët-Boigny est saboté. Mais du point de vue de la pensée politique, ils sont tous des oufouettistes. Houphouët-Boigny garde son emprise, donc si vous voulez, la pensée des oufouettistes garde, se maintient encore une fois au-dessus de la Côte d'Ivoire. Et vous savez que la pensée de l'oufouettisme, que ni Kakabe, Henri Konan Bédié, Assad, ou alors tous ceux qui sont là, les intellectuels, Kofi, je ne sais pas si c'est Kofi Benoît ou bien quoi que ce soit, personne d'entre eux jusqu'à aujourd'hui n'a donné les grandes lignes de ce concept de l'oufouettisme. Mais ce que nous, en tant qu'observation de l'extérieur, on peut dire, c'est que quand vous regardez l'oufouettisme, il y a une chose dedans, c'est qu'il est antidémocratique. Si aujourd'hui il y a un parti unique, rappelez-vous du discours de 1958 au stade Géo André. C'est à ce discours-là que Houphouët-Boigny a appelé tous les opposants, tous les radicaux et les modérés à joindre le PDCI-RDA. Et puis ils ont fait barrage à tous ceux qui sont appelés les radicaux pour qu'il ait seulement une pensée unique parce qu'un pays nouveau comme la Côte d'Ivoire ne pouvait pas se développer avec une pensée plurielle. Donc à ce stade, avec cette petite démonstration, je voulais simplement dire que Houphouët-Boigny, en réalité, n'a pas perdu l'héritage qu'il a laissé. C'est comme ça qu'il a laissé la maison. Et c'est ce que ses enfants sont en train de faire. Et dans tous les cas, il ne faut pas attendre que les héritiers gèrent comme le propriétaire. Les héritiers ont leurs objectifs, mais ils dirigent aussi en fonction de l'esprit qu'on leur a donné. Voilà la critique vraiment acerbe que je voulais faire par rapport à ça. Alors, merci, Dr Eddy. Avant de repartir, avant d'aller du côté de nos amis, le pasteur Akan qui est en ligne et Madame Nyon qui vont tout à l'heure intervenir rapidement, nous allons aller du côté de notre invité, le professeur Siriki Bané, pour lui certainement poser la même question. Alors, Dr Siriki Bané, la création du PDCI-RDR dont on parle sur la Côte d'Ivoire, la création du PDCI-RDR, ça c'est le discours de M. Bédié, en elle-même, beaucoup d'observateurs disent déjà que la création du PDCI-RDR crée en même temps une certaine division au sein du RHDP qui existait déjà. Parce que, en parlant du PDCI-RDR, on met entre parenthèses désormais
quel est l'impact justement de la création du PDCI-RDR, non seulement au sein du HDP et puis au sein au niveau politique de la Côte d'Ivoire? Bien, merci Mathieu Boabré. Je pense que je vais repréciser la question de Adjahi, Laurent Adjahi, qui a bien demandé est-ce que la gestion de l'héritage du président Houphouët-Boigny au sein du PDCI est une chance ou je ne sais pas quel mot il a employé, ou une malchance, voilà, disons-le comme ça. Comment? Il a dit est une opportunité, je crois, hein? Voilà, une chance ou une opportunité ou disons une malchance, disons-le comme ça. Voilà, c'est l'idée en fait qu'il a voulu exprimer. Alors je vais m'en tenir à cette question, peut-être éventuellement revenir à celle que vous avez posée. Alors je dirais que retourner à la période de Houphouët-Boigny pour constamment condamner la période de Houphouët-Boigny, c'est avoir l'attitude d'un adolescent qui, devenu adulte, passe son temps à pleurnicher sur le passé dont il a été victime, qui peut expliquer sa condition présente. Alors, chaque génération a le devoir d'apporter sa contribution à l'avancement d'une société. Évidemment, nous héritons d'une situation qui est bonne ou mauvaise, que nous améliorons ou que nous renforçons par nos capacités propres. Je l'ai dit dans mon introduction, Houphouët-Boigny a un long règne de 46 à la création du PDCI-RDA jusqu'en 93 précisément. Ça a été un long règne, je l'ai dit en d'autres occasions, dans lequel on peut voir des germes du conflit que nous avons aujourd'hui. Mais également du bon, sur le plan de la politique de l'éducation, sur le plan du développement agricole. Il y a eu du bon, il y a eu du mauvais. Il nous appartient de faire un bilan exhaustif, de tirer ce qu'il y a de bon et de éventuellement améliorer de rectifier ce qu'il y a de mauvais. Mais à partir de 93, dès l'instant où il y a la succession à la tête de l'État, c'est en ce moment-là qu'il y a des pratiques qui ont accéléré certaines situations qui ont fini par précipiter la Côte d'Ivoire dans la situation dans laquelle elle se trouve. En 93 déjà, lorsque Jenny Covenant vient avec ce mouvement de la rénovation, c'était une occasion pour le PDCI de renaître. Parce qu'il y avait effectivement des jeunes cas talentueux qui voyaient la gestion du PDCI autrement, mais ceux-là ont été rejetés du revers de la main. C'est là que les choses ont commencé à se précipiter vers le gouffre. Alors, lorsque on passe cette période, on se retrouve aujourd'hui en 2014. Il y a encore le même effet de rejet. Jenny Covenant n'aurait jamais créé le RDR, dont M. Alassane Ouattara est bénéficiaire aujourd'hui, si en son temps, si on avait écouté les propositions de ces jeunes cadres qui avaient du 109 à porter au parti. Alors, on a voulu donc récupérer cet héritage comme un bien personnel. Je tiens à rappeler qu'en 46, à la création du RDA, M. Bédié avait 12 ans. Donc, il n'était pas membre fondateur du parti. Il en a hérité seulement en 93, lorsqu'il est devenu chef d'État par la Constitution, et ensuite, en 94, au congrès de 94, en avril 94, si mes souvenirs sont bons, où il a été, disons, investi comme président du parti. Alors, on sait comment cette période-là de répression, de durcissement des lois, donc encore une fois, de développement d'un esprit je dirais légal, a précipité la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire se retrouve où elle est par le refus d'accepter les règles démocratiques par l'application des lois, la Constitution, le principe de la justice, etc. Alors, si nous nous retrouvons en 2014 avec des décisions, certes qu'on peut respecter, dans un processus démocratique, chacun est libre de choisir qui il a envie de choisir, mais lorsqu'on se retrouve à la tête d'une institution, que ce soit un parti politique ou une institution privée ou publique, il faut que ces prises de position se fassent selon des règles juridiques. Et en la matière au PDCI, c'est les organes de décision qui peuvent se réunir, prendre une décision qui doit être soumise à la majorité pour adoption pour qu'elle soit appliquée. Dès l'instant où on vient annoncer qu'on prend telle position et que les structures du parti entérinent la décision, c'est le mouvement inverse. Cela se fait en monarchie, en oligarchie, mais pas en démocratie. Alors, donc voilà un peu pour répondre à la question de Laurent Adjahi précisément. Je pense que l'héritage du président Houphouët-Boigny a été dilapidé pour la simple raison que nous n'avons pas su innover pour nous adapter aux défis du moment.
Alors, pour prendre un exemple précis, en 90, le Houphouët-Boigny était déjà plus ou moins dépassé. Avec l'âge, il y avait l'usure du pouvoir. Mais il a eu l'intelligence d'admettre que le président de la République est embaoulé. Le président de l'Assemblée nationale est embaoulé. Un secrétaire général du PDCI baoulé aurait été une catastrophe. Alors ça, c'est déjà la capacité de l'homme à s'adapter au présent, à comprendre que les conditions avaient changé, il fallait s'adapter. C'est une tentative. Il était déjà trop vieux pour pouvoir avoir la jeunesse et la fraîcheur des initiateurs du mouvement de la rénovation, mais il aura essayé. Alors, au Houphouët-Boigny, analysons son héritage comme il se doit, mais ne justifions pas l'échec des héritiers qui ont hérité de cette situation, je dirais cette situation unique de, je dirais, régénérer la Côte d'Ivoire. Ne justifions pas leur échec par ce que Houphouët-Boigny aura fait. Alors, excuse-moi Mathieu, j'ai un peu oublié la question que vous avez posée, après avoir répondu à celle de Laurent Ndjei. Oui, j'étais en train de demander si la formation ou bien la programmation de la création du PDCI-RDR aura effectivement d'abord un impact au sein du RHDP déjà, parce que le RHDP est formé de 4 partis politiques. Or, au PDCI-RDR, du coup, on voit les 2 autres partis qui sont mis à l'écart. Parce que sache, le RHDP n'est pas un parti politique, c'est une coalition de partis politiques qui avait pour ambition de prendre le pouvoir et de le gérer ensemble. Le RHDP n'a jamais eu de candidature unique. Le RHDP n'a pas de texte de loi unique qui en font, disons, des partis unifiés en un. Donc, ce n'est pas un parti politique, c'est une coalition de partis politiques. Alors, passer de cette idée à l'idée du PDCI-RDR, c'est encore une violation des textes du PDCI et même du RDR, parce qu'à ce que je sache, si le PDCI, par la voix de son président, a émis l'idée, c'est même pas une idée qu'on a émise, c'est un peu une volonté qu'on veut manifester à travers une adhésion des structures du parti. Cela a été dit, c'est encore une violation des textes parce qu'il appartient aux militants du PDCI, dans leur majorité, de pouvoir décider de la mort de leur parti et de sa résurrection dans un parti qu'on appellerait PDCI-RDR. Alors, en tant que président, le dire sans s'en référer à la base, c'est une violation des textes du PDCI. Et le dire, c'est pas le dire en tant que militant. Alors, je l'ai dit, développons un esprit juridique. Si nous sommes où nous sommes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est la violation des textes de loi, le non-respect de la Constitution qui nous a amené là. Bon sang, la régénération de la Côte d'Ivoire passe par l'acceptation des textes de loi et la vie en communauté avec des textes de loi. Alors, pour schématiser, une constitution, un texte de loi, pour un individu, c'est la colonne vertébrale. Quand vous n'avez pas de colonne vertébrale, vous ne mettez pas debout. Alors, si nous n'acceptons pas ce principe et on pense que pour des intérêts individuels ou des groupes d'individus, on peut jouer avec les lois pour promouvoir ces intérêts, alors à moyen long terme, ça sera, disons, préjudiciable pour la Côte d'Ivoire. Merci professeur Sidiki Bané. La régénération de la Côte d'Ivoire passe par l'acceptation des lois. J'aime bien cette façon de dire. Nous allons aller donc du côté de Madame Nyoan qui nous suit aussi depuis quelque temps. Après, nous allons voir monsieur, nous allons aller du côté du pasteur Aka qui nous suit depuis un bon moment. Alors maintenant, une observation rapide parce que j'ai vu terminer cette émission juste en 1 heure. Certains de nos invités doivent nous quitter. Alors, ils nous ont donné quelques minutes. Alors, Madame Nyon, allez-y, rapidement, une observation à faire, une question, une précision. Vous avez le micro. Allô, Mathieu? Oui, allez-y, Madame Nyon. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Allez-y. Ah, d'accord. Merci bien, cher frère Mathieu. Bonsoir à tous vos invités. Et moi, je vais faire un petit commentaire pour attirer l'attention de tous les Ivoiriens qui se disent intellectuels, pour dire que nous vivons une situation d'exception. Et tout ce que nous citons comme structure aujourd'hui sont issus d'une situation exceptionnelle en Côte d'Ivoire, que ce soit le RHDP dont on parle aujourd'hui, comment est le RHDP, dans quel but, nous le savons tous. Mais le drame que nous perpétuons
après la guerre civile qu'il y a eu, c'est que après les élections de 2010, toutes ces structures exceptionnelles devaient prendre fin. Elles n'ont pas pris fin, nous n'avons pas réagi, et elles continuent de nous régir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je parle de Marcoussis, qui avait été initié pour soi-disant régler les problèmes entre les rebelles et le gouvernement légitime d'alors. Marcoussis était une exception. Ensuite est arrivée la création du RHDP, pour les raisons que vous connaissez, une coalition pour combattre Gbagbo. Nous avons admis cela. Mais l'objectif de ces entités était d'arriver, sans oublier l'accord de Ouagadougou, d'ailleurs, qui n'a pas été respecté, tout comme les autres accords d'ailleurs. Nous arrivons à la fin des élections. Bon, aujourd'hui, après les bombardements, on dit que c'est Ouattara qui est chef d'État de Côte d'Ivoire. Je précise bien chef d'État. Ça, c'est de mon point de vue personnel. Pour quelqu'un qui a fait un peu de science politique, c'est ce que veut dire un chef d'État et un président de la République. Bref. Alors, arrivé à ce stade, aucun d'entre nous, Ivoiriens, ne s'est posé la question de savoir qu'est-ce que nous faisons de ces structures temporaires qu'on nous a imposées. Nous avons laissé continuer. Sinon, le peuple ivoirien devrait, à un moment donné, dire, bon, les élections sont terminées, que ce soit Marcoussis, RHDP et comment dirais-je, l'APO, on met tout ça de côté et on redémarre à zéro. Chaque parti rentre dans ses structures. L'avons-nous fait? Non. Que Bédié aille au congrès du PDCI-RDA, faire lever le verrou qu'il a lui-même imposé dans les statuts concernant la limite d'âge. En se basant sur Marcoussis, nous nous sommes encore fermés la gueule. Nous sommes pour autant complices de leurs actes. Et aujourd'hui, Bédié va se mettre quelque part, alors que le Congrès, qui est souverain dans la vie d'un parti, prend une décision en disant que le parti aura un candidat, en dehors du Congrès, sans attendre la Convention, va faire une déclaration pour dire qu'il y aura un candidat unique. Ça, c'est une violation même des textes du parti qu'il dit vouloir diriger. Et ça, encore, les militants du PDCI vont faire un peu de remous et ils vont se taire. Je dis bien les militants du PDCI version Bédié, parce que moi je ne suis plus là. Ils vont se taire. Et nous les Ivoiriens, nous allons les regarder faire. C'est ainsi que nous-mêmes nous permettons à ces hommes politiques de nous manipuler. Et ils se jouent tous de nous. Que faisons-nous? Ne pouvons-nous pas nous organiser autrement? Si nous ne sommes pas d'accord avec ce que les gens font à notre tête, après tout ce qu'ils nous ont fait subir? Oui, mais Madame Noir, ça c'est une affaire, je dirais, ça c'est une affaire interne au PDCI. Que voulez-vous que les autres Ivoiriens qui ne sont pas militants du PDCI aillent faire dans cette histoire? Voilà, c'est là l'erreur que vous faites, tous. Parce qu'aujourd'hui, je donne un exemple, pas parce que tu es du FPI, mais la situation dans laquelle se trouvent Gbagbo et Simone là-bas, vous pensez que c'est seulement une affaire du FPI? C'est une affaire de toute la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Gbagbo a été président de tous les Ivoiriens. Moi qui vous parle, je suis du PDCI du Fouet. Mais si on doit mener le combat pour libérer Gbagbo, je serai de ce combat-là. Oui, mais ça c'est vous qui le dites, Madame Nyoa. Ils sont nombreux aussi qui disent que l'affaire de Gbagbo, ce n'est pas leur affaire. Bon, Monsieur Mathieu Boabré, laissez-moi finir puisque vous devez libérer vos invités. Ok. Et dire, parce que ce que je dis, je lance en même temps un appel à tous les Ivoiriens pour que nous changions de mentalité, de comportement. Voilà notre drame. Si malgré ce qui nous est arrivé, jusqu'à la guerre civile où on a vu nos parents tomber sous les balles de ces supplétifs qu'on a été ramassés dans toutes les prisons et les hôpitaux psychiatriques de toute l'Afrique,
Si nous n'avons pas compris que nous sommes encore dans ces petits détails, c'est qu'on ne comprendra jamais et les gens feront de nous une bouchée. Alors aujourd'hui, le problème se pose au niveau du PDCI. N'importe quel Ivoirien peut se lever pour écrire et dire que ce n'est pas normal ce que Bédié fait. Ce n'est pas seulement une affaire du PDCI, puisque vous le connaissez tous, vos invités l'ont dit, que tout ce qui se passe au PDCI influence la Côte d'Ivoire elle-même. J'en profite pour lancer encore un appel aux Ivoiriens. Sortons de nos carcans politiques. Sortons de nos clans et de notre tribalisme pour dire que toute décision prise par un homme politique qui affecte la vie de la Côte d'Ivoire, nous devons tous nous lever. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. OK. Merci Madame Nyon. Voilà, c'était l'intervention de Madame Nyon. On va aller rapidement du côté du pasteur Aka avant de laisser nos invités conclure certainement sur les dernières questions. Alors, pasteur Aka, vous avez une analyse. On pourrait dire quelque chose après? Monsieur Bavé, on pourrait dire quelque chose après? Bonsoir Monsieur Bavé. Je voudrais effectivement faire une analyse. Je voudrais remercier les invités. C'est juste une analyse parce que il faut dire que quand on considère le PDCI de l'époque du président Houphouët-Boigny, le président Houphouët-Boigny agissait dans un cadre particulier, à un moment particulier, et il s'adressait à un peuple particulier. Donc l'environnement était tout à fait différent. Quand on prend aujourd'hui le PDCI dirigé par le président Bédié, il s'adresse à un peuple différent, il s'adresse dans un environnement différent. Donc, aujourd'hui, vu ces décisions qui sont prises, je pense que les militants du PDCI ne doivent pas être surpris. Parce que pour ma part, depuis 2010, il n'existe plus de PDCI. Faudrait pas que nous perdons notre temps. Il n'existe plus de PDCI dès l'instant où il y avait une coalition. Il n'existe plus de PDCI. Donc, par conséquent, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas en train de fonctionner sur une constitution. La Côte d'Ivoire fonctionne sur une constitution internationale. Le président Bédié agit dans un cadre international. Donc, si PDCI existe, ceux qui se disent vraiment militants du PDCI doivent agir en conséquence. Mais le PDCI est un parti traditionnel. Elle ne fera que suivre son leader. Et comme Mme Nyon l'a dit tout à l'heure, je suis d'accord avec elle. Donc l'analyse que je veux faire, c'est que nous pouvons faire tous les discours intellectuels, mais la Côte d'Ivoire n'est pas en train de fonctionner comme un pays souverain, mais elle fonctionne sur une réglementation internationale. Par conséquent, le président Bédié agit selon la volonté internationale et qui n'a pas le choix, dans cet environnement dans lequel nous nous trouvons, de prendre une telle décision. Cela ressort maintenant de la prise de conscience des militants, des enfants du PDCI, s'ils estiment que le PDCI est un parti qui peut avoir une influence de changement. Par conséquent, ils doivent prendre leurs responsabilités pour pouvoir faire changer les choses. Mais malheureusement, pour que le président Bédié arrive à faire une telle déclaration, c'est qu'il a fait une consultation de ceux qui sont autour de lui. Ils mangent en même temps que lui. Donc, il ne faudrait pas que ces points-là échappent les militants du PDCI. S'il y a PDCI, que ceux qui se disent militants du PDCI agissent en tant que militants du PDCI. Mais M. Bédié agit dans un environnement international, dans un environnement tout à fait différent, et il n'a pas le choix, et c'est à prendre ou à laisser. Voilà, c'est un peu cette analyse-là que je voudrais faire pour interpeller tous les membres du PDCI à savoir réellement qu'est-ce qu'ils veulent pour la Côte d'Ivoire. Ça, c'était mon intervention. Merci, pasteur Aka. On va aller du côté du pasteur Nda très rapidement parce que ce que vous venez de dire, je retiens pêle-mêle, que depuis 2010, il n'y a plus de PDCI. Alors, tout à l'heure, M. Seya va nous dire si depuis 2010, son parti n'existe plus, et puis nos invités auront certainement quelque chose à dire dessus, mais je suis certain que M. Seya, qui représente le PDCI ici aux États-Unis, ne sera pas du tout d'accord que son parti n'existe pas depuis 2010, mais il nous dira tout à l'heure ce qu'il pense de cela. Alors, madame, du moins le pasteur Nda, vous avez entendu ce que vous avez entendu. Qu'est-ce que vous avez à dire? Oui, c'est que, bon, je crois que Mme Nyon a déjà dit cela, et ça a été très bien dit.
faut qu'on se départisse effectivement de cette idée que parce que c'est une affaire du PDCI, personne n'est considéré, n'est concerné. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Et quand on parle de constitution, on parle de la Côte d'Ivoire. Mais je voudrais dire une chose. Le PDCI n'est pas un parti traditionnel. Pour moi, je pense que ce n'est pas une lecture très claire du PDCI. Le PDCI est un parti, c'est vrai, qui a été géré d'une certaine manière, mais ce n'est pas un parti traditionnel. Parce que les gens qui l'animent ne sont pas effectivement avec une mentalité traditionnelle aujourd'hui. Ce qui manque au PDCI, c'est peut-être la prise d'action, la prise d'initiative pour essayer justement de faire basculer un peu, n'est-ce pas, la tendance de l'opinion internationale. Maintenant, la décision que le président Bédié prend, je ne pense pas qu'il ait prise de façon traditionnelle, n'est-ce pas? Il faut que nous arrivions à savoir exactement ce qui l'anime, et seuls les gens du PDCI peuvent nous dire exactement ceux qui sont dans ce qu'on appelle dans le conseil des dieux, si je peux m'exprimer ainsi, n'est-ce pas, peuvent savoir réellement pourquoi il a pris une telle décision. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il est temps pour le PDCI de réellement, avant même le congrès ou avant toute réunion extraordinaire, de pouvoir réellement essayer de mobiliser ses responsables, ses leaders, pour pouvoir justement aller à un débat de fond sur la question. Et là, peut-être, on comprendra exactement. Mais le PDCI n'a pas disparu. C'est vrai, il a été disséqué, mais les vrais PDCI sont encore là. Maintenant, comment ils vont réagir par rapport à une telle situation? Vont-ils effectivement laisser le PDCI aller au RHDP, ou bien le RHDP prendre une partie? C'est ce que nous voulons savoir. Mais le PDCI n'a pas disparu. Il n'a pas disparu et il n'est pas en voie de disparition. Je ne crois pas ça. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Merci, Pasteur Nda. Alors, nous allons repartir vers nos invités pour faire un dernier tour de table, car on avait promis rester avec juste une petite heure en fonction de ce qu'ils ont à faire. Ils nous ont accordé pratiquement 2 heures de temps. Nous allons leur permettre de nous dire au revoir, surtout par cette question. Tout à l'heure, vous avez entendu d'abord professeur Sidiki Bané. Est-ce que le combat actuel au sein du PDCI peut être mené par d'autres Ivoiriens? Voilà l'idée qui est sortie tout à l'heure, des interventions des uns et des autres. Après vous, certaines personnes estiment que d'autres Ivoiriens devraient aider les militants du PDCI à faire le combat que ces militants font avec le président Bédié certainement. Alors, est-ce que c'est votre point de vue? Bien, merci Mathieu Boabré. Je dis bonsoir en passant à Madame Yohan, Pasteur Nda, Pasteur Aka. Eric a dit tout à l'heure, on a échangé la civilité, même si je ne lui ai pas retourné. Il fut un temps où on était plus assidus, mais malheureusement, vous savez, le temps étant ce qu'il est, on a de moins en moins de temps à consacrer à ces débats, mais on est en phase sur beaucoup de points. Alors, pour revenir à la question précise disons, du soutien de l'ensemble des Ivoiriens éventuellement au combat du PDCI. Alors, je veux bien être optimiste, mais il faut être réaliste. C'est quoi être militant d'un parti politique? Quelle est la vocation d'un parti politique? Alors, et en quoi est-ce que des personnes non membres d'un parti politique peuvent se mêler au combat d'un parti politique? Alors, les partis politiques sont des organisations privées qui croient aux idéaux de ces organisations, qui militent activement par leur présence, par leurs dons en numéraire et leur vote justement pour pouvoir porter à bout de bras l'idéal de leur parti pour éventuellement accéder au pouvoir d'État et donc mettre en œuvre leur vision de la société au profit de l'ensemble de la population, donc au-delà de leur parti. Alors, par définition, si vous n'êtes pas membre d'un parti politique, vous n'êtes pas amené à participer aux activités du parti, puisque quand il s'agit de voter, vous n'avez pas droit de vote. De même, un militant cotise. Alors, dans quelle mesure vous pouvez faire des cotisations au sein d'un parti politique? Alors, nous savons que dans des pays comme aux États-Unis, d'autres démocraties occidentales, un parti politique étant une organisation à but non lucratif, donc qui reçoit des financements, peut recevoir des dons, mais est assujetti à une gestion transparente, de sorte que les impôts se rendent compte que non seulement il n'y a pas d'activité
rémunérés, qui puissent donc générer de l'argent, et que surtout les fonds recueillis ne servent pas à, disons, alimenter le niveau de vie des leaders au-delà de ce qui est permis. Alors donc, voilà en ce qui concerne l'organisation des partis politiques. Mais si nous allons au-delà, nous estimons que le pays est dans une phase critique et qu'il faut un sursaut national. Au-delà des partis politiques, il y a donc la société civile qui mène un combat qui dépasse les partis politiques. Cela, je peux le comprendre. Alors, si on estime aujourd'hui qu'il y a une situation d'exception en Côte d'Ivoire, il faut une mobilisation de l'ensemble des Ivoiriens, alors ça dépasse les partis politiques. Mais si nous raisonnons en termes de partis, évidemment, ça se limite à des actions à l'intérieur. Mais en même temps, je comprends que un parti politique a le devoir d'agir dans un certain sens, surtout dans un sens moral, dans un sens légal, parce que les partis politiques étant emmenés à gérer au sommet de l'État, il faut que leurs actions limitées au sein des partis politiques soient conformes à une morale de la gestion étatique. C'est pour ça que je comprends très bien ce que dit Mme Yohan. Si le PDCI dans son fonctionnement ne respecte pas des principes juridiques, ce parti-là ne peut donc pas se hisser au sommet de l'État et géré donc par des principes démocratiques. Donc la démocratie se pratique à l'échelle embryonnaire au sein d'un parti, et lorsque ce parti exerce donc la démocratie en son sein, il accède au sommet de l'État, on peut s'attendre à ce qu'il soit démocratique dans son fonctionnement. Malheureusement, on parle ce soir du PDCI, mais je l'ai déjà dit tantôt, le fonctionnement antidémocratique, il est propre à tous les partis en Côte d'Ivoire. Je veux simplement donner une illustration, c'est celui du PIT. En son temps, le professeur Francis Vaudier, il a réussi à instaurer au sein du PIT une sorte de hiérarchie qui obéit un peu à celle de la hiérarchie en milieu universitaire. Lui étant le doyen, il avait autour de lui des collaborateurs, et je le lui ai dit en personne parce que j'avais constaté, il a souri, il a admis. Il y avait dans cette hiérarchie, et il a été bien inspiré de créer une sorte de participation tournante en ce qui concerne la participation du PIT dans les différents gouvernements. On l'a vu, sa femme est passée, on s'est dit c'est une affaire de famille, d'autres personnes sont passées. Donc en dehors du professeur Francis Vaudier, à la tête d'un petit parti, on pourrait le dire, qui était un parti élitiste, on n'a jamais réussi donc à étendre ça au parti populaire. Donc voilà le constat que je peux faire pour répondre à la question à Mathieu Boabré. S'il s'agit d'un sursaut national dont on parle, alors il faut donc une mobilisation, on dira, de la société civile au-delà des partis politiques. Mais le parti politique a un fonctionnement qui est lié au texte du parti, donc il y a une sorte de rigidité qu'on ne peut pas soumettre à tout vent, autrement nous ne sommes plus dans une logique des partis politiques. Merci, professeur Siriki Bané. Merci d'avoir vraiment répondu présent à notre appel ce soir. Nous allons repartir du côté de... Tout à l'heure, on reviendra avec C.A. Honoré, du moins C.A. Patrice, notre ami de New York, responsable du PDCI RDA, qui va nous dire si effectivement son parti n'existe pas depuis 2010 et puis si effectivement il accepte que d'autres Ivoiriens viennent mener le combat au sein de son parti pour d'ailleurs un parti dont on a beaucoup parlé ce soir qui ne respecte pas les lois en son sein. Monsieur Sia nous expliquera cela tout à l'heure vers la fin de cette émission. Le temps de repartir du côté de nos invités, Dr Kragbé Marcel. Dr Kragbé Marcel, alors, il a été longuement question ce soir du non-respect des lois au sein du PDCI. En même temps, on nous parle d'un appel, enfin, il est question d'un appel qu'on lance, que certaines personnes lancent à tous les Ivoiriens pour prendre à bras le corps le problème qui se pose au sein de ce parti politique-là, pour en quelque sorte venir en aide aux militants de ce parti-là. Alors, est-ce que vous vous sentez vraiment concerné par ces problèmes, par ces remous-ménages au sein du PDCI RDA? Merci Mathieu. Effectivement, je me sens concerné. Tout à l'heure, j'ai écouté un de nos auditeurs qui a utilisé un mot important. Il a parlé de Bédier qui est pour des environnement international. Et puis c'est vrai. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On a constaté la dernière fois que
Ouattara et ses amis LHDP avaient le soutien international. Et le soutien international, là, il y a des arrangements qui sont faits. Et Bédié voulait cet environnement international. Là. Alors, nous, Ivoiriens, qu'est-ce que nous devons faire? Nous, Ivoiriens qui sont épris de justice, qui sont épris, n'est-ce pas, de démocratie, on constate surtout qu'il y a pas 54 ans d'indépendance. L'Afrique demeure un continent mendiant, un continent qui n'évolue pas. Au niveau de la démocratie, c'est pas cela. Tous ceux qui, en Afrique, ont essayé, n'est-ce pas, de mettre la démocratie en marche, ont été éteints. Regardez un peu, par exemple, de Mobutu, de Lumumba Patrice dans les années 60, tous ceux qui ont essayé, comme Nyombe au Cameroun, comme pour le Suba au Congo, et la Côte d'Ivoire, Gbagbo Laurent, qui a essayé à un moment donné de se poser un peu, tous ceux qui ont été mis sur le teignoir, comme un Nkrumah au Ghana, qui a essayé de créer les États-Unis d'Afrique. Voyez-vous, c'est comme ça, chaque fois qu'il y a un leader africain essaie de faire quelque chose, c'est difficile. Bédié, il est, je dirais, pas trop l'en vouloir, je comprends son histoire, il est coincé, et à la limite, un peu pitié, il fait même pitié, il est coincé par les sous l'emprise de la pression internationale, on le dit pas. Alors, nous, Ivoiriens qui sommes un peu des justices, qui voient cela, qui voulons que l'Afrique se développe, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons continuer à sensibiliser la population, à travailler, à parler, à écrire, et à continuer d'éveiller les consciences des Africains, voire des Ivoiriens, pour que véritablement une conscience nouvelle se naisse vers des pays africains, surtout des pays des Ivoiriens surtout. Donc, je pense que nous devons continuer à travailler, à écrire, à critiquer, à parler, véritablement pour que le PDCI change. Déjà, il y a une mouvance au sein du PDCI qui veut du renouveau. Il faut encourager cette tendance interne qui veut un renouveau au niveau du PDCI-RDA. On peut le réussir, on peut le faire. Il faut soutenir les frères et sœurs du PDCI qui veut un renouveau comme la sœur Madame Nyoa. Je suis d'accord avec elle. Donc, je pense que nous, intellectuels et non intellectuels, surtout, nous devons faire en sorte que cette tendance-là, qui fait que l'Afrique va dormir dans l'ombre, doit vraiment cesser d'agir comme ça. Quand Bédié se lève, il grille les tests du PDC et du Congrès, c'est pas sa faute du tout. Il y a la pression internationale qui est sur lui. Et je pense que il faut éviter ce genre de coalitions comme le LHDP qui me rappelle un peu les années 40-50, les partis de l'Union française. Parce que vous vous souvenez un peu au temps de Tougou Sanogo, de Maître Benzem, de Dignan Bailly qui se sont réunis dans une sorte de, comme LHDP de l'ULI, baptisé à l'époque les partis de l'Union française. Il faut combattre ce genre de leaders, ce genre de partis politiques coalisés qui veulent mettre l'Afrique dans l'obscurantisme. Je pense que nous devons nous réveiller tous pour soutenir la tendance PDC aujourd'hui des jeunes gens et de ceux qui sont épris de la démocratie au sein du PDCDA et d'autres partis politiques pour le bonheur de l'Afrique. Nous devons faire en sorte que ce combat-là se perpétue et que nous voyons quelque chose à l'avenir pour les générations futures. Merci. Merci, docteur Marcel Kragbé, depuis New Jersey. Oui, à son avis, effectivement, on peut certainement mener le combat d'être parti politique juste quand on se sent concerné par tout ce qui se passe, juste par les dénonciations politiques. On n'a pas forcément besoin d'être membre de ce parti-là, mais on peut, en dehors de ce parti, mener des combats d'éveil de conscience, un combat d'éveil de conscience, en dénonçant, en critiquant tout ce qui ne va pas dans ce parti-là. Alors, merci, docteur Kragbé. On va aller du côté du docteur Eric Eti pour effectivement demander aussi son avis sur la question. Est-ce que le combat du PDCI, le combat, disons, de tout ce qui se passe aujourd'hui au PDCI est un combat qui peut intéresser les autres Ivoiriens? Si oui, comment peut-on mener le combat ensemble avec les Ivoiriens, avec les militants de ce parti-là, docteur Edi? Merci. Quelquefois, il est intéressant de parler en dernière position parce que ceux qui viennent avant vous finissent de dire tout ce que vous avez à dire et la seule phrase à prononcer, c'est de dire « j'abonde dans leur sens » et puis le débat est terminé. Je crois, c'est une façon de dire que je suis très en phase avec ce que vient de dire le docteur Kragbé Marcel, une très bonne partie aussi de ce qu'a dit Frédéric Ibané, et puis j'allais dire grand coup d'ose aussi pour faire du franglais à Madame Nyoa. Ça veut dire qu'il y a une graine qui existe quelque part, qui est la graine de la nation.
qui est en péril, dont on reconnaît vraiment le péril et qu'il faut sauver. Et comment le faire? Sur cette question, c'est justement sur cette vision-là, j'allais dire, que il y a 2 ou 3 semaines, lors de son passage ici aux États-Unis, je vais parler de Konakwa-Audio Bertin, qui représente en quelque sorte cette tendance de renouveau au sein du PDCI RDA. Nous sommes rendus à New York, nous, voulant dire représentant le comité d'action pour la Côte d'Ivoire, nous sommes rendus à New York pour écouter sa conférence, mais aussi en marge de cela, tenter de le rencontrer, de croiser pour échanger sur comment, qu'on soit du PDCI, qu'on soit du SPI, qu'on soit de ce qu'on appelle les patriotes ou bien les souverainistes, comment est-ce qu'on arrive à jumeler nos forces au moins pour sauver la Côte d'Ivoire de son péril. Et le péril de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est quoi? C'est le régime qui est en place. Le péril de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est quoi? Ce sont les alliances avec la France. Mais cette alliance avec la France, qui est la contradiction principale aujourd'hui en Côte d'Ivoire, a un démembrement qui est le régime qui nous est imposé aujourd'hui. Comment est-ce que ce régime-là, qui nous a été imposé par les bombes, arrête donc de diriger la Côte d'Ivoire? Je crois que c'est ce à quoi, de façon très ouverte, les uns et les autres sont en allusion. Donc, en nous rendant à une conférence de KKB, quand bien même nous ne sommes pas du même bord politique et n'avons pas les mêmes visions, lui, il dit qu'il est oufouetiste, nous sommes pour une Côte d'Ivoire où il y a une alternative démocratique. Vous comprenez qu'on met en avant l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Cela veut dire que nous devons appeler à la mort du RHDP. Et pour le faire exactement, il faut continuer de discuter, continuer d'agir, continuer de travailler avec ceux de la tendance du PDCI RDA, par exemple, qui ne sont plus en train de s'inquiéter avec cette question du RHDP dont Mme Nyon a parlé tout à l'heure. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. On n'a pas besoin de rentrer dans ce qui peut être des stratégies. Mais je veux dire que dans une nation démocratique, qui se veut démocratique, les marches, les sit-ins, les boycotts, la désobéissance civile sont des moyens démocratiques légaux pour agir contre un régime dans un État. C'est pourquoi, pour parvenir à cela, il faut un éveil de conscience, comme le docteur Marcel Kragbe a dit, et c'est en ce sens que je voudrais encore une fois interpeller les uns et les autres qui sont intervenus après nous pour dire qu'il n'y a pas et il n'y aura jamais d'alternative à la réflexion théorique. Ce qui tue dans le comportement politique et dans la réflexion politique en Afrique en général, c'est qu'on ne met pas l'accent sur la pensée, sur les raisons pour lesquelles les gens se comportent de la façon dont ils se comportent. Si nous arrivons à analyser ça, nous en arrivons toujours à prêter beaucoup attention à ce genre de débat, je crois qu'on arrivera effectivement à éveiller les consciences. Parce que comment est-ce qu'on peut amener les militants du PDCI, par exemple, à se rendre compte du danger que représente le RHDP? Il faut évidemment, dans les débats que nous avons, au niveau des textes, il n'y a pas de respect. Il faut interpeller les gens là-dessus. Au niveau de la gestion de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, regardez, quand François Hollande arrive en Côte d'Ivoire, il rencontre Alassane Dramane Ouattara et Bédi en même temps. La Côte d'Ivoire est dirigée par qui? Il y a une cogestion, c'est de ça qu'il s'agit. Toutes ces situations amorphes, hybrides et bizarres continuent de précipiter nos pays. Mais c'est notre rôle, en tant qu'intellectuel, comme vous le dites, pour certains, au lieu de nous critiquer là-dessus, c'est notre rôle de déchiffrer ça par petits morceaux pour que les gens se rendent compte de là où se trouve le problème et qu'ils puissent réagir. Dernier point que je voulais amener, il ne faut pas tuer le peuple. Dans son intervention tout à l'heure, le pasteur Aka, je crois très bien, a parlé de l'inexistence du PDCI RDA. Pour moi, ça s'assimile à ce que Bonaparte a dit par décret. On supprime le peuple, il ne faut pas supprimer le peuple par un décret. Et supprimer le PDCI RDA par décret à Marcoussis, il ne faut pas l'y accompagner par les phrases que nous prononçons. Donc, je crois que le PDCI, pour moi, il existe à partir du moment où vous avez un militant comme Kakabe. Vous avez une militante comme Mme Nyon qui se réclame du PDCI RDA et qui n'est pas en dehors de synthèse mais je veux dire qu'il n'est pas d'accord avec la ligne de Bédier, le PDCI existe. Donc, il ne faut pas supprimer le peuple, il faut au contraire rendre ce peuple puissant, éveiller sa conscience pour aller contre ses dirigeants. Un exemple palpable qui nous est sous les yeux, c'est le Front populaire ivoirien. Regardez comment le président actuel du Front populaire ivoirien a été battu en brèche. Sur tous les points, pendant au moins les 3 derniers mois, il n'y a aucune décision, aucune orientation menée par Pascal Assingessa qu'il a rencontré l'assentiment de la base du FPI. Au dernier comité central,
la décision de sortie de la commission électorale indépendante dite consensuelle a été prise. Mais pourtant, Assimi N'Guessa a engagé le FPI dans cette commission électorale indépendante. La base a réagi? Non. On n'a pas dit que le peuple n'existe pas. Donc, voilà comment nous pouvons y arriver. Et je terminerai sur ce propos-là pour dire merci de nous avoir eu. Je soutiens tout à fait la question de sauver la nation ivoirienne. Je suis en accord avec Mme Nyoa et c'est la raison pour laquelle nous travaillons ensemble sur un certain nombre de dossiers. Il existe des Ivoiriens qui peuvent le faire. Il nous appartient donc d'élargir la base de ces Ivoiriens et de bouter hors ce régime-là qui continue de précipiter notre pays dans le gouffre. Merci, merci docteur Eric Eddy. Merci à mes invités ce soir. Les invités c'était professeur Siriki Bané, docteur Eric Eddy et docteur Kragbe Marcel. Pour ce soir, l'émission Diaspolitique, l'émission politique de la diaspora, a animé les samedis à partir de 18h par Mac de Boisbré. C'est terminé. Jacques Roger va prendre la relève tout à l'heure pour la seconde partie. Il faut dire que notre ami Seya, responsable du PDCI, est en ligne tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. L'émission la deuxième partie dans laquelle nos invités, enfin du moins tous ceux qui nous suivent vont intervenir. Notre ami Seya est en bonne place qui va prendre la relève pour nous dire, pour nous expliquer, pour nous dire si vraiment le non-respect des lois dont on a parlé ce soir longuement est fait part justement de la gestion de ce parti-là. Il va se défendre tout à l'heure avec nos autres auditeurs. Alors pour ce soir donc c'est terminé, chers amis auditeurs. On a de l'autre côté Paul Nyekre, on a Madame Nyoa, on a Pasteur Aka Pasteur Nda qui sont toujours en ligne, qui vont donc continuer le débat tout à l'heure. Mathieu Boisbré, c'était Diaspolitique. Ce soir, c'est terminé. Jacques Roger, à vous le studio central à Washington DC. Merci à mes invités encore une fois de plus. Et puis à samedi prochain. Mathieu, vous pouvez parler? Not all of that.